Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Libre Expression. Pour ce rendez-vous du dimanche 25 juin, on aura l'opportunité de s'arrêter sur deux sujets majeurs. On verra le lien entre le repli identitaire constaté au Cameroun depuis quelques années et bien sûr la loi sur le tribalisme. J'ai failli redire notre discussion tout à l'heure. La loi contre le tribalisme validée par le président de la République il y a quelques années déjà. Le constat, il est là. Les uns et les autres vivent un véritable repli identitaire au Cameroun. Comment comprendre cette montée effrénée du tribalisme? Comment endiguer la situation? Voilà quelques axes qui vont nous intéresser ce dimanche. On parlera également de ce passage du président de la République, son Excellence Paul Biya, du côté de Paris pour ce nouveau pacte économique. On a envie de comprendre qu'est-ce que ça apporte finalement au Cameroun, ces rendez-vous en Occident, ce passage du président de la République à Paris. Qu'est-ce que le Cameroun gagne? Qu'est-ce que les Camerounais auront en plus au lendemain de ces assises? Voilà la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement. Le temps d'un détour, on accueille le panel. 6 99 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous tout au long de cette émission. N'hésitez pas à en faire bon usage et nous on se fera comme à l'habituel le plaisir de rendre solennel toutes vos réactions. Ils sont 4 triés sur le volet comme à l'habituel pour répondre à vos préoccupations ce dimanche. Je vais commencer par dire bonjour au docteur Didier Badiek qui nous accompagne pour cette autre livraison de Libre Expression. Il est géostratège, il est également internationaliste et je dirais également quelque part en politique. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour, je salue très respectueusement tous mes amis panélistes ici et je salue vos téléspectateurs que je suppose être très nombreux et je dois vous dire comme ça que si je fais une petite analyse médiascopique, il semblerait que vous ayez comme ça le vent en poupe, que Info TV est en train de gravir beaucoup d'échelons et que vous commencez à être à la une, n'est-ce pas, de ces médias. Je vous encourage donc de continuer, j'encourage votre promoteur de continuer comme ça et ce n'est pas le building, n'est-ce pas, qui fait le média. C'est la consistance, n'est-ce pas, et la pertinence de ce que vous invitez de temps en temps, des gens bien élevés qui peuvent être capables de tenir une discussion. Et c'est ce que j'espère que nous aurons aujourd'hui dans la politesse mutuelle. Je vous le souhaite, docteur Didier Badiek. Le temps pour moi d'accueillir également sur ce plateau Maître Claude Kiné. Il est avocat au barreau de Cameroun, mais également en politique puisqu'il milite sous la bannière du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qu'il va d'ailleurs représenter sur ce plateau. Maître Kiné, bienvenue. Merci madame, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je suis heureux de faire partie de vos invités ce jour. C'est la première, j'espère qu'on aura l'occasion de parler des questions qui sont à l'ordre du jour. J'espère qu'on en sortira avec une substance qui va, par exemple, aider le peuple camerounais à comprendre qu'il y a un intérêt supérieur d'être aux esprits grégaires. À côté de cela, permettez-moi, madame, de dire mes encouragements aux militants pour la renaissance du Cameroun qui se trouvent en prison, qu'ils tiennent bon et qu'ils sachent que de toutes les façons, les heures les plus sombres de la nuit précèdent le jour. Merci d'avoir accepté notre invitation, maître. Pierre Blériot-Niemek, notre consultant maison, est avec nous également ce dimanche et c'est toujours un bonheur de l'avoir sur ce plateau. Bienvenue, Pierre Blériot-Niemek. Bonjour, merci Rosalie de m'associer à ton panel d'exception. Je te suis infiniment reconnaissant d'avoir permis que je puisse rencontrer aujourd'hui quelques panélistes que j'ai souhaité avoir moi-même sous d'autres cieux et qui sont là aujourd'hui par ta maestria. Donc je te rends hommage pour cela. Je dis bonne émission à nos millions de téléspectateurs. J'espère que nous serons à la hauteur de leurs attentes. Merci d'avoir accepté. Le quatrième et non des moindres est également avocat au barreau du Cameroun et c'est un honneur de l'avoir également ce dimanche. Maître Claude Assira est avec nous. Bonjour maître. Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bienvenue. J'avais envie de demander quelque chose, mais je vais réserver pour l'après-émission. On aura l'occasion d'échanger sur cette loi et je mise beaucoup sur votre expérience, votre expertise pour nous éclairer sur cette loi sur le tribalisme au Cameroun, d'ailleurs qui sera la première thématique que nous allons engager tout de suite si vous le voulez bien, en appelant aux téléspectateurs que notre plateforme Facebook reste également disponible, Info TV Cameroun pour les amoureux des tabloïds, peu importe votre position géographique dans le monde, vous pouvez
participer à cette émission et apporter votre contribution. Toute l'équipe technique mobilisée, si vous le permettez, on va tout de suite démarrer avec le premier arrêt. On parle du repli identitaire et de la loi sur le tribalisme. On se rappelle que c'est quasiment fin 2019 que cette loi voit le jour au Cameroun. Et depuis lors, on n'a pas véritablement vu implémenter sur le terrain de façon pratique les actifs de cette loi. Malheureusement, ce qui n'aide pas, puisque le repli identitaire est de plus en plus constaté. Les uns et les autres s'attachent un peu plus à la tribu, laissant place à une croissance excessive du tribalisme. On va essayer de comprendre tout cela maintenant. De prime abord, Maître Assira, puisque je démarre avec vous. La quintessence même de cette loi sur le tribalisme, est-ce qu'elle a une possibilité véritable d'être appliquée dans notre cadre au Cameroun? Comme je l'ai souvent l'habitude de le dire, une loi, une hirondelle ne fait pas le printemps. Une loi a forcément été prise, semble-t-il, pour répondre à une préoccupation constatée. Vous allez permettre, Maître, le temps de régler 2 ou 3 trucs. Je vais démarrer plutôt avec Maître Kéné sur la question. Peut-être il réussira à nous établir la base de cette loi sur le tribalisme au Cameroun, Maître. Alors, vous me permettrez, madame, de dire l'honneur qui est le mien de partager le plateau avec un membre du Conseil de l'Ordre, Maître Claude Assira. C'est ce que j'ai voulu ajouter tout à l'heure. Il est en fait trésorier de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun. C'est un honneur de partager ce plateau avec lui et j'en profite pour saluer tout le travail qu'ils abattent actuellement au niveau du Conseil de l'Ordre sous la direction du bâtonnier Baharingba. Cette semaine, vous avez certainement appris, vous avez constaté qu'ils ont véritablement placé un coup de pied. Ils ont jeté un coup de pied dans la fourmilière en débusquant quelques charlatans qui se faisaient passer pour des avocats. C'est à saluer et c'est un honneur pour moi. Je ne pouvais pas rater cette occasion. J'ai voulu lui offrir cette occasion et puis je me suis ravisé tout à l'heure. Vous avez quand même réussi à... Voilà. Donc, revenons maintenant sur la question. Je dois dire que la loi que vous évoquez, en réalité, date de 2019 et en réalité, c'est une modification du code pénal qui venait en réalité régler un problème. C'est-à-dire, on se dit, un constat a été fait, la montée du discours tribaliste, la montée des conflits grégaires, figés ou alors autour des instincts primaires, premier degré, et les pouvoirs publics, ou alors ceux qui ont la charge de concevoir nos lois, ont pensé qu'ils pouvaient insérer dans le corpus légal des dispositions permettant de réprimer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une loi qui réprime en réalité les atteintes à la tribu. Je crois qu'il s'agit de l'article 241-1, si je ne me trompe pas, du Code pénal. Alors, cette loi, c'est quoi? Cette loi, c'est comme tous les autres articles du Code pénal, c'est-à-dire quoi? On énonce l'infraction, on énonce la peine équivalente, et la particularité, c'est quoi? La particularité, c'est que le législateur a pris le soin de préciser le plancher, c'est-à-dire que le législateur dit, en cas de circonstances atténuantes même, la peine ne saurait être inférieure à 3 mois. Ça veut dire qu'on se ressent quand même qu'il y a une volonté de réprimer absolument les atteintes à la tribu. Bon, maintenant, ça c'est une chose. Prendre une loi, c'est une chose. L'appliquer, c'est une autre chose. Est-ce que il y a les difficultés que l'on rencontre par rapport à l'application de cette loi? Est-ce que c'est des difficultés d'ordre, je vais dire, matériel, des difficultés d'ordre structurel, ou alors est-ce que le problème n'est pas au niveau de la volonté politique quant à l'application de cette loi? Parce que concrètement, je me demande comment est-ce qu'on fait. Jusqu'ici, je n'ai pas encore véritablement l'impression qu'il y a une réelle volonté de ceux qui sont censés supposer engager les poursuites, notamment le parquet. Je n'ai pas véritablement l'impression qu'il y a, au-delà de la loi, une réelle volonté de modifier les habitudes, de modifier les attitudes des gens en réprimant, effectivement. C'est ce que je peux dire d'entrée de jeu concernant cet article 241. Je reste dans la compréhension de cette loi, Maître Assira. Qu'est-ce qu'on met dans le discours de haine, discours tribal, comme il est en train de dire? Qu'est-ce qu'on réprime exactement? Parce que il parle de circonstances atténuantes. Pour qu'il y ait circonstances, il faut déjà qu'il y ait quelque chose de clair. Nous, on voudrait clairement comprendre. Qu'est-ce qu'on est censé réprimer avec cette loi? Je pense que là, vous touchez effectivement du doigt le problème, le vrai problème de cette loi. Parce que quand on dit tribalisme, il faut déjà pouvoir définir ce que c'est que le tribalisme.
Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu sur votre synopsis, vous parlez de repli identitaire. Vous avez dans la plupart des pays du monde entier, quelles que soient les raisons, une inclinaison ou une inclination naturelle, normale, à se retrouver entre soi. Je prends souvent l'exemple en Catalogne, où vous n'avez pas les mêmes problèmes ou politiques, ou démocratiques, ou même simplement matériels, où vous avez des gens qui se disent qu'ils ont envie de se retrouver uniquement entre eux. Vous allez avoir la multiplication de ce genre de phénomène un peu partout, sans qu'il n'y ait forcément les mêmes éléments que nous pouvons retrouver au Cameroun, même si au Cameroun on a retrouvé les mêmes. Ça a commencé, même si on ne l'a pas souvent vu venir, autrefois avec, je pense, dans l'extrême nord, il y a eu un message, je crois, des populations ou des originaires lamido, il y a quelques années de cela. Puis ensuite, le paroxysme, ça a été la crise anglophone, qui a à sa base un repli, une revendication identitaire. Et puis, ou culturel, voilà, comme on veut, ou historique. Et puis, au fur et à mesure que les choses ont évolué, on a fini par voir ici se dessiner d'ici de là un certain nombre de comportements qui ont un peu le sentiment de ce que les gens ont envie de se retrouver entre eux pour pouvoir, parce qu'ils se sentent soit agressés en tant que communauté, soit éventuellement pour faire face à conquérir un certain nombre de ce qu'ils estiment des droits qui leur sont acquis par l'histoire, par le parcours commun, etc. Bien. Donc toutes ces choses-là font que l'élément de l'identité est un élément sociologique auquel on ne peut pas du tout. Donc en principe, le repli identitaire est normal, quelque part. Je ne sais pas si c'est normal, parce que avant qu'on observe l'accroissement de ce phénomène, la vie n'était pas plus mal. Voilà, on vivait très bien comme ça. Bien. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui a atteint à mon avis, un niveau qui amène à s'inquiéter. Si ce n'est que le simple fait de se retrouver entre soi pour développer en son sein, on peut déjà se poser des questions en ce qui concerne d'autres valeurs, c'est-à-dire les valeurs de la République. En revanche, quand c'est pour s'en prendre à d'autres qui seraient moins importants ou moins valables que vous, là, effectivement, vous avez un antagonisme qui peut générer éventuellement un trouble normal à l'ordre. Donc, ça a été le problème. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que dans cette loi, le problème, c'est déjà de savoir qu'est-ce que c'est que le tribalisme. Est-ce que le discours, puisque ce qui a été visé par la loi, c'est le discours, voilà, haineux ou tribaliste. Qu'est-ce que c'est que la haine? Est-ce que dire, par exemple, à quelqu'un qu'il fait de la tontine, est-ce que dire à quelqu'un qu'il est sardinat? Vous voyez, vous avez ces éléments que la loi n'est pas en mesure de définir avec précision. Quand vous avez l'État qui, lui, dans les nominations ou les répartitions des attributions et autres, ne tient pas compte ou donne la part trop belle à telle ou telle catégorie, peut-on considérer que c'est le tribalisme ou pas? Est-ce que ce tribalisme-là va être moins important, moins grave à réprimer que celui qui, sur sa tablette, a simplement indiqué que, bon, vous qui êtes originaire du MBAM, je considère que vous êtes pas poli, vous êtes bestiaux. Vous voyez, c'est à peu près ça le genre. Et quel est le support sur la base duquel, quels sont les moyens que la loi se donne pour pouvoir le combattre? Elle dit par quelque support que ce soit. Si je fais un écrit, je signe de mon nom, il n'y a absolument aucun problème, on va identifier l'auteur. En revanche, sur un pseudo, sur une page Facebook et autres, etc., où il n'y a pas d'identification possible, il n'y a pas une entité qui est en mesure de faire un tracking pour déterminer des comportements, le mode et autres, et confondre éventuellement les auteurs, comment fait-on pour punir? Donc, l'intérêt là, ça va être de se poser, la question en fait, ça va être de se poser, la question à se poser va être celle de savoir quel va être l'intérêt d'une loi. Est-ce que ça n'a pas été une loi simplement cosmétique pour coller à l'ère du temps, qui au fond ne définit pas les comportements qu'il est en mesure de saisir et qui ne se donne même pas les moyens logistiques pour pouvoir poursuivre les personnes? C'est ça toute la problématique. Donc, on va dire qu'une loi cosmétique sans contenu véritable qui finalement aura du mal à être implémentée au Cameroun? Je ne pense pas. En fait, quand il a dit c'était une éventualité, c'est-à-dire qu'il a peur que si jamais cette loi n'est pas entourée, n'est-ce pas, d'une profondeur dans son contenu ou alors dans l'effet de son exploitation, que ça pourrait pas être
une loi cosmétique, mais je dis que tout au moins c'est dissuasive parce qu'on sait qu'elle existe. Maintenant, effectivement, il faudrait qu'on évite de naviguer fort opportunément dans des cas de jurisprudence où déjà étant un fait judiciaire nouveau, qu'on aille chacun dans tout son sens et qu'il n'y ait pas un minimum d'objectivité. Vous savez que la loi elle-même, le droit ne peut pas tout dire. Et qu'à un moment, quand on se trouve buté, on essaye d'avoir l'expérience de ceux, n'est-ce pas, qui ont traité les mêmes questions. C'est ce qu'on appelle les jurisprudences. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a un stade à ne pas atteindre, c'est-à-dire lorsque le tribalisme commence à atteindre un niveau opérationnel, c'est-à-dire un niveau d'irrédentisme. En ce moment, on commence à voir des actions qui sont difficiles. C'est pour ça que dans cette loi, si mes souvenirs sont exacts, et les avocats qui sont devant nous pourront peut-être le confirmer, je pense que elle est beaucoup plus douloureuse pour les gens qui ont accès aux populations telles que les journalistes. Oui, qui seraient, parce que la loi, voilà. Donc, il faudrait voir effectivement lorsque elle s'incline déjà de plus en plus vers une opérationnalité qui peut avoir des conséquences fâcheuses. Genre, on peut aussi se dire que c'est une façon de museler les hommes de médias et les leaders d'opinion. Si nous sommes sanctionnés plus violemment, alors que logiquement, on a difficilement l'occasion de proférer des discours de haine. Déjà, les leaders d'opinion n'ont pas à être tribalistes, sinon ils n'ont que, n'est-ce pas, pour sympathisants, les gens de la communauté qu'ils représentent. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons vécu en parfaite intelligence, n'est-ce pas, depuis que le Cameroun est créé et que peut-être la diversité du Cameroun constituait notre richesse. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Mais aujourd'hui, au même titre que l'on décrit le tribalisme, il faudrait quand même savoir qu'il y a des actes qui fragilisent des territoires, par exemple, d'autochtones, où ils se retrouvent en minorité. Et tout cela est à prendre en compte, n'est-ce pas, dans ce vivre ensemble, avoir tous les déterminants qui sont possibles et à savoir créer quelque chose de juste. Et moi, je dis que ça ne peut pas se faire comme ça, n'est-ce pas, de façon épidermique, lorsqu'on n'a pas évalué suffisamment les situations. Vous allez dire que j'amène la démarche stratégique toujours un peu partout, mais il y a une forte observation et savoir exactement qu'est-ce qu'ils pensent les autres. Quels sont les acteurs principaux, n'est-ce pas, de quoi ils pensent. Vous savez, le Cameroun est extrêmement riche sur le point de vue de la culture, sur le point de vue de la tribu, et sur tout cela. Et aujourd'hui, nous sommes en train, même comme dans le monde, nous sommes en train d'aller vers le métissage. Vous n'allez plus avoir de race pure d'ici quelques temps, ça c'est sûr. J'en suis le témoignage le plus évident. Non, on va vers ce métissage-là. À l'époque, alors qu'il était délicat de pouvoir avoir des mariages intertribaux, aujourd'hui ça se fait de plus en plus, peut-être au détriment de notre culture, mais on va perdre quelque chose en route. Moi je préfère même qu'il y ait ce métissage pour que, n'est-ce pas, soit aplani définitivement ces problèmes de tribalisme. Et Maître Assira l'a bien souligné. Comment est-ce que pouvoir identifier exactement les segments de ce tribalisme, comment ça doit se faire? Parce que ce qui peut paraître comme étant un tribalisme pour certains, moi si j'ai une société où les gens s'arrangent et sont capables de pouvoir créer le développement parce qu'ils sont frères et sœurs, moi je ne vois pas en quoi est-ce que cette action peut être jugée néfaste, n'est-ce pas, pour l'unité nationale. Nous avons créé l'autre jour dans notre groupe le Mboklia, qui est une association, n'est-ce pas, de tous les ressortissants Bassa. Non, c'est une spécificité dans la grande diversité camerounaise qui ne nous empêche pas, qui nous empêche d'être hermétiques, mais qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir quand même notre spécificité qui est une richesse culturelle. C'est différent de si vous mettez une entreprise sur pied au Cameroun et après que vous ne recrutiez que tous ceux qui sont voilà le problème. Et c'est ce que Maître Assira disait. Tant qu'il n'y a pas d'indication bien précise, n'est-ce pas, on va arriver à des hiatus qui sont absolument fondamentaux et qui ne nous permettent pas de pouvoir utiliser cette loi à bon escient et qu'elle soit non seulement dissuasive et en même temps qu'elle soit coercitive. Donc finalement, je voulais dire un mot avant. Je sais que la parole... Non, c'est pas automatique. Voilà, vous pouvez. Mais je voulais juste vous apporter une... Lorsque il m'est arrivé de travailler dans un autre pays, et où il y avait ce qu'on appelle la spécificité de l'emploi. La notion de spécificité d'emploi faisait souvent que si vous avez un restaurant camerounais à Paris, sur la place de Paris, qui doit vendre des spécialités camerounaises, vous doutez bien que ce ne sera pas le Normand ou le Corse qui va être le plus apte à vous faire les plats de Ndolé ou autre, etc. Donc, on va cibler une catégorie de personnes. Il y a d'ailleurs, en raison de leur origine, j'ai découvert à cette occasion-là une profession qu'on appelait des sexeurs. Le sexeur, c'est le monsieur qui, dans un poulailler, a la possibilité de vous dire si l'œuf va donner une
un garçon ou une fille, en regardant simplement au travers de l'œuf, de la coquille de l'œuf. Une sorte d'échographie à l'œil nu. Tout à fait. Et on s'est aperçu qu'une seule catégorie de personnes dans le monde avec cette aptitude-là, c'était les Asiatiques. Donc, par conséquent, lorsque vous demandiez un travail, que vous étiez un black, même si vous étiez la personne la plus douée possible, vous étiez sûr d'une chose, c'est que votre dossier, il serait mis de côté pour pouvoir... Donc, les diversités, et je suis entièrement d'accord avec vous, colonel, apportent forcément quelque chose. Parce que chacune d'entre nous peut avoir sa spécificité. Et c'est dans le concert de ces spécificités-là qu'on finit par retrouver le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ça devient un problème dès lors que vous créez des antagonismes qui font que l'une doit s'opposer à telle autre sans tenir compte de Qui crée ces antagonismes? Je pense que la sociologie, elle a voulu, et puis il faut dire également une chose, le monde est rentré, je suis désolé d'avoir à le dire, mais bon, c'est un constat, le monde est rentré dans un épisode de violence qu'on n'a jamais connu. Moi, je n'ai jamais vu, même dans le pire de mes cauchemars, où on tranche la tête à quelqu'un comme on le fait aujourd'hui au travers en utilisant les médias. Je n'ai jamais vu où on met quelqu'un dans une cage, on l'enferme, on met le feu en bas, on le voit brûler comme on le voit aujourd'hui dans le monde. Le monde est entré dans un épisode de violence et de barbarie qui fait que toutes les barrières que l'homme, l'être humain, pouvait avoir eues dès le départ ont tendance à tomber, et même ce qui était inconcevable devient aujourd'hui autorisé et permis. Les inhibitions que la nature humaine portait en elle-même sont aujourd'hui malheureusement en train de tomber. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait un peu partie de ce climat. Et il faut dire que pour ce qui nous concerne, moi je pense, honnêtement, j'ai souvent tendance à atténuer cette... je ne sais pas si on ne fait pas exprès de grossir un peu le cas du tribalisme au Cameroun. C'est exactement la question quand on regarde véritablement, dans tous les quartiers, vous avez cette mixité, voilà, les gens continuent à vivre ensemble. Moi, je ne sais même pas si, même dans des associations professionnelles ou autres, on se pose d'abord forcément la question de savoir si on va voir un médecin, parce que si on va voir tel vendeur. Les choses se font de façon tellement naturelle, tellement simple, que je me demande si ce n'est pas un discours qui est employé de façon opportuniste pour détourner les gens des véritables problèmes qui sont que on a besoin d'alternance, on a besoin de pouvoir d'achat, on a besoin de perspective, on a besoin d'aération. Je pense que toutes ces choses-là sont, de mon point de vue, des arguments qui sont utilisés par les uns et les autres pour essayer de fausser la réalité du problème, même s'il faut le dire aussi, c'est aussi peut-être un moyen d'expression. Pour certains, tout est tellement fermé, tellement cadenassé dans ce monde qu'aujourd'hui, les gens utilisent tous les moyens et pas forcément nécessairement les bons. L'idéal, lui, aurait été qu'on se tienne tous par la main pour se dire, bon, allons essayer de faire tel ou tel projet, de construire tel ou tel. En revanche, au contraire, les gens utilisent les moyens les plus simples, c'est-à-dire ce qui est à la portée de soi, la haine de l'autre. Monsieur Pierre Berion-Yemek, on en arrive, finalement, lorsqu'on écoute les uns et les autres, on a envie de se demander si c'est pas finalement volontairement qu'on joue à ce jeu, on met une loi sans contenu, elle est censée être dissuasive, mais elle ne dissuade personne, elle est exacerbée, on en parle beaucoup, et pourtant on continue de vivre les véritables scènes de violence partout, les mots continuent d'être proférés, personne n'est arrêté, personne n'est puni, sauf lorsqu'on touche certaines personnes. Là, il n'y a pas besoin d'une semaine pour attraper celui qui a proféré ce qu'on appelle jusqu'au discours haineux. Personne n'arrive à comprendre finalement à quoi on joue. Alors, je lis sur votre thématique repli identitaire. Ouais. Et là, il y a identité. Ouais. C'est quoi l'identité? L'identité, c'est ce que nous sommes. Les philosophes disent que l'homme est une population. Je suis moi-même. Je suis mes parents, c'est-à-dire mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Je suis ma grande famille. Je suis ma tribu. Je suis ma nation. Je suis mon pays. Je suis mon continent. Je suis tout cela à la fois. Je suis l'humanité. Viendrait-il à quelqu'un à l'idée de demander au Cameroun, au travers de son chef de l'État, de ne pas défendre les intérêts du Cameroun devant la tribune des Nations Unies? Est-ce que quand le Cameroun défend les intérêts du Cameroun devant la tribune des Nations Unies, les Camerounais ne tiennent pas compte du fait qu'ils font partie de l'humanité? Oh que si. Pourquoi vous pensez qu'au niveau national, si une tribu venait à défendre ses intérêts ou ses préoccupations particulières, cela équivaudrait au tribalisme? Cela n'est pas vrai.
Cela n'est pas vrai. Parce que nous sommes d'abord, et ça, il ne faut pas inverser les choses. Nous sommes d'abord, relativement à la nation, nous sommes d'abord membres des tribus avant d'appartenir à une nation. J'entends des discours qui tendent à dire le contraire. La réalité sociologique montre que c'est faux. Et c'est ce passage en force qui n'est pas admissible. Nous sommes sur ce plateau, j'ai mené quelques petites investigations. Maître Assira est du Mbam. Vous êtes du Mbam. Est-ce que vous l'avez invité ici parce qu'il est du Mbam? Non. C'est une heureuse coïncidence. Je suis Bassa. Docteur Didier Badiek est Bassa. Est-ce que nous sommes venus ici en tant que Bassa? Mais nous savons que nous sommes. Maître Kenye est Bamileke. Est-ce qu'il a été invité ici en tant que Bamileke? Non. Alors, depuis que nous nous sommes rencontrés là, il y a eu une guerre parce que nous identifions que tel est Bassa. Non, il ne faut pas surfaire. Et je crois, je vais le dire, cette loi est inopportune. Et pour que vous le compreniez, aucune loi ne peut porter sur un sentiment humain. C'est vrai, tout à fait. La haine est un sentiment. Vous pouvez imaginer une loi sur l'amour? C'est-à-dire qu'on dit vous êtes obligé de vous aimer. Aimez-vous. Ça relève de ce que nous appelons en philosophie de l'eschatologie. Ce n'est pas les juristes je parle sous le contrôle des deux. Les juristes ne réglementent pas l'aspect eschatologique de la vie. On ne peut pas vous dire comment aimer les gens. Sortez dans une loi et vous dites à vos enfants, à partir de ce jour, vous allez vous aimer. Et vous allez me montrer que vous voyez que c'est la sphère privée. Et il n'y a aucun élément objectif pour dire. Et c'est pour cela qu'on a été obligé de réduire la loi à un discours. Or, le sentiment, lui, il peut se traduire de plusieurs manières et des manières les plus violentes et indicibles. C'est-à-dire que si je vous déteste, je n'ai pas besoin de vous dire avec des mots que je vous déteste. Vous pouvez le constater par mes actes. Et une tribu peut combattre une autre tribu par des actes sans proférer des discours. Vous comprenez l'inanité de la dite loi. Et des gens l'ont suggéré ici avant moi. Moi, j'ai une idée. Je crois que des gens qui ont mis trop long au pouvoir et qui ont commencé à entendre des gens dire, parce que c'est une réalité, que nous ne voulions pas qu'une tribu perdure au pouvoir, ont préparé une loi pour que le moment venu, on nous dise que, mais vous savez qu'il ne faut pas parler des tribus. Il y a des tribus au Cameroun. Et quand une tribu est au Cameroun, cela se ressent. Cela se ressent. Quand une tribu gère un poste ministériel, cela aussi se ressent. Et ce que les Anglais appellent le mindset, c'est-à-dire la mentalité. L'état d'esprit, la mentalité. On peut définir en psychologie que dans certaines tribus, il y a une psychologie globale commune, sans que ce soit de manière radicale. Que les Bassas sont belliqueux, c'est un problème. Nous sommes tous là, c'est pas tribalisme, les Bassas. Vous trouverez donc quelques Bassas qui font exception de par leur culture particulière, de par leur moi intérieur, mais en généralité, les culturels Bassas projettent et jettent dans le visage commun l'idée de la violence. Maintenant, si vous continuez à le dire, moi je suis Bassa, quand je le dis, je suis tribaliste, comment vous allez définir mon discours? Je déteste les Bassas? Je voudrais qu'une tribu soit au-dessus des Bassas? Non. Si quelqu'un d'autre le fait remarquer, son discours devient tribaliste parce que lui, il n'est pas Bassa et il y a l'aspect stigmatisant. Tout à fait. Vous voyez? Toute l'ambiguïté de... C'est ça qui crée l'ambiguïté. Maintenant, nous voulons vivre en bonne intelligence et nous voulons refuser les réalités. Si quelqu'un souligne, et quelqu'un l'a souvent souligné, que vous vous installez quelque part, docteur Didier Badier disait, s'il a dans sa société les enfants d'une même mère qui peut faire prospérer la société, je lui dis, dans le cadre d'une société multiculturelle, c'est dangereux. Quand bien même les enfants d'une seule mère seraient capables de diriger tout le Cameroun, devrait-on donner tout le Cameroun aux enfants d'une même mère parce qu'ils sont capables de le faire? Non! Parce que vous êtes obligés. Et là, je vais rappeler ici à la mémoire des plus anciens. Je parlais de développement communautaire. Hein. Oui, je vais rappeler à la mémoire des plus anciens, mais également des plus jeunes. Lorsque le président Aïdjo prend le Cameroun en charge comme chef de l'État, le Grand Nord a un grand retard du point de vue de l'éducation. Oui.
vous allez constater, pour ceux qui ont vécu à cette époque ou pour ceux qui se cultivent, que le président Ahidjo a dû faire des lois à 2 vitesses pour permettre aux communautés du Grand Nord de rattraper un peu le fossé. S'il ne l'avait pas fait, comme les enfants de Facebook disent, nous aurions perdu ces gens-là. Nos frères du Grand Nord, nous les aurions perdus. Quand vous entriez à l'ENAM, quand vous entriez à l'ENIA, les règles n'étaient pas les mêmes. Alors, les philosophes disent, une loi injuste qui crée l'équilibre social est une bonne loi. C'est-à-dire que quelquefois, on a besoin d'une forme d'injustice pour rattraper les équilibres. Il y avait donc manifestement une injustice. Aujourd'hui, nous parlons de replis identitaires. À moins que nous vivions dans 2 pays. Moi, je ne vois pas le repli identitaire. Moi, peut-être que je suis myope, je le suis un peu d'ailleurs, peut-être que j'ai d'autres maladies de la vue, mais je ne vois pas le repli identitaire. Je ne vois pas un Camerounais qui va vers un restaurant et demande quelle est l'origine tribale du propriétaire du restaurant avant de rentrer dans ce restaurant. On en connaît, hein? Non, c'est marginal. Tout à fait. Oui, là, je suis d'accord. Mais une fois que c'est marginal, ça existe partout. Vous n'avez même pas besoin de martyriser les gens avec une notion que nous ne subissons pas au quotidien. Je suis directeur des ressources humaines d'Info TV. Quand je vous aborde, je ne vous demande pas quelles sont vos tribus. Bien que je puisse même découvrir que telle est de telle tribu, je ne crois pas que les recrutements ici ou ailleurs se font uniquement sur la base des tribus. Maître Assira vous a dit qu'ils avaient un métier, les sexeurs en Europe. J'avais envie de dire également à Maître Assira lorsqu'il le disait que là on était en France et on avait une communauté camerounaise, un restaurant camerounais, ça peut se faire. Mais au Cameroun, avec un restaurant où on n'a que les gens d'une tribu qui peuvent faire un mets, là par contre ça peut créer des problèmes. Non, ça ne créerait pas des problèmes. Non, Madame Guessile, comprenez ceci. Si des gens d'une tribu ont un mets spécifique et dont la production exige une certaine expérience et dextérité, il est normal qu'à ce niveau-là, on ne remette pas entre des mains inexpertes. Donc, si c'est un restaurant qui ne fait qu'un seul mets, oui. Non, je veux dire qu'il y a des restaurants qui ont une vocation traditionnelle, vous le savez. Oui, c'est-à-dire que vous avez ici, et nous le vivons au quotidien, vous avez des restaurants qui nous font juste les mets du nord-ouest. Est-ce que vous vous offusquez du fait que ceux qui cuisinent ne soient que des originaires du nord-ouest ou du sud-ouest? Non. Si on a un restaurant qui fait du mbongo, vous voulez que j'aille prendre une fille bamileke pour venir faire du mbongo dans mon restaurant? Si je prends une fille bassa, ce n'est pas parce qu'elle est bassa, c'est parce que c'est une spécifique. Vous avez trouvé combien de filles bassa qu'on aurait pris dans un restaurant où on fait particulièrement du tarot? Mais c'est des réalités. Moi qui suis polygame, quand je voudrais faire un repas à mes amis que je vais recevoir, ma femme qui est du nord-ouest de Santa fera les mets du nord-ouest. Et je vais confier à la femme bassa la charge de faire les mets des bassins. Vous êtes raté, hein? Oui, ce n'est pas du tout. Je ne vois pas. Et si le docteur Didier Badiek a une femme du littoral, c'est elle qui fera les mets qui sont originaires du littoral. Pourquoi vous voulez transformer une réalité en un problème? Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Nous avons cette réalité-là. Vous dites que la diversité est notre richesse. Mais vous voulez réduire cette diversité et vous voulez même l'annuler. Il faudrait même plus que les gens reconnaissent qu'ils sont de quelque part. Sur un plateau, dernièrement ici, vous entendiez des gens dire qu'ils ne sont de nulle part. Je ne veux plus les citer parce qu'ils ne sont pas là. Et on leur répétait que c'est faux. Vous êtes de quelque part et ne cherchez pas d'où vous êtes. Tout le monde sait d'où il est. Cela ne fait pas un problème. L'expression je vais... À quel niveau ça fait donc problème pour qu'on en arrive aujourd'hui à avoir cette loi qui essaie de réguler quelque chose? On avait dit que même une mauvaise loi, lorsqu'il y a une injustice et que ça peut rattraper, elle devient une bonne loi. Le constat personnel que j'ai fait, c'est qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, des individus ont tenu des discours souvent offensants, qui ne reflètent pas toujours la réalité. Je crois que l'État a cédé à la pression des réseaux sociaux et a fait une loi, et je vous l'ai fait remarquer ici, qui est inopportune, parce qu'il n'y aura aucune loi qui viendra nous dire de nous aimer. Si une loi nous interdit, vous savez, le président Amadilou Ahidjo avait mis un Camerounais en prison, je ne vais pas citer le nom de ce Camerounais, pour des propos qui étaient désobligeants à son égard. Quand le Camerounais est sorti, il était musicien, il a chanté une nouvelle chanson dans laquelle il ne disait aucune parole. Il disait et le président lui a dit que là, ça doit être plus grave encore, quand vous ne parlez pas. Donc, si vous empêchez aux gens de s'exprimer,
Les actes seront posés. La parole peut quelquefois être un exutoire. Et je crois que chez nous, si vous êtes automobiliste, nous roulons au Cameroun, en dehors des gens comme le maître Assira qui ont grandi de l'autre côté. Moi, quand je roule, je préfère les injures aux taximans. Mais je vous assure, c'est comme des salutations entre nous. Oui, c'est comme ça que ça se passe ici. Mais on n'a même pas le temps. Et regardez, quand un chauffeur s'est mal comporté au Cameroun, il sait qu'il s'est mal comporté, il refuse de vous regarder. Expressément, parce qu'il sait que vous nous allez lui dire quelque chose de pas gentil, le temps que vous passiez. Mais ça ne fait pas un esprit de guerre. Donc, il ne faut pas surfaire les faits sociaux. D'accord. On peut conclure, M. Kene, que finalement c'est stratégique, c'est politique, comme il a dit subtilement Maître Assira tout à l'heure. Finalement, c'est utilisé par certaines mains expertes du politique pour un tout petit peu contrôler les uns et les autres et peut-être faire passer des messages et des lois qui ne font pas toujours plaisir à la population. Alors, je préfère être clair sur cette question. Oui. Justement, nous sommes là pour parler clairement. Je ne suis absolument pas d'accord avec M. Niamey. Je pouvais l'imaginer. Je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Je pouvais l'imaginer. Je pense que cette loi, nous l'avons appelée de tous nos voeux. Pourquoi? Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes un État. L'État n'est pas là pour nier les identités. L'État n'est pas... Mais l'État a, entre autres, pour rôle de réguler. Je pense que cette loi est opportune en ce qu'elle vient pour réguler certains comportements constatés. Je ne pense, à aucun moment donné, il ne faut pas que l'on crée la confusion pour à un moment donné sortir carrément du sujet. Il faut distinguer la sphère publique de la sphère privée. J'ai ma société. Je recrute qui je veux dans ma société. Malheureusement, je peux décider. Laissez que malheureusement, non. Je vous ai écouté religieusement. Non, vous êtes un avocat. Malheureusement, non. Vous ne recrutez pas qui vous voulez. J'ai ma société. Je suis libre de choisir les compétences que je veux sur la base des critères que je veux. Nous sommes là dans la sphère privée, qu'il ne faut pas confondre avec la sphère publique où il faut tenir compte des équilibres. Moi, j'étais très d'accord avec vous, par exemple, lorsque vous évoquiez ce qu'on appelait la discrimination positive, c'est-à-dire qu'on allait, par exemple, au niveau... On faisait d'abord le constat de ce que il y a un équilibre à rattraper. Au nord, par exemple, pour des raisons historiques, géographiques, toutes sortes de choses, ils n'ont peut-être pas le même niveau ils n'avaient pas le même niveau en termes d'instruction. On a pris une loi qui a réglé le problème. Aujourd'hui, ça peut encore se faire. Le problème naît à partir du moment où l'on utilise cela à d'autres fins. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, ça ne me gênerait pas que l'on constate, par exemple, que dans telle région de l'Est, ou bien peut-être parmi les Pygmées, ils ne sont pas suffisamment représentés dans l'administration, et que l'on mette sur pied une règle qui les permette de se retrouver dans l'administration centrale. Moi, personnellement, ça ne me gênerait pas. Ce qui gêne maintenant, c'est d'utiliser cette loi avec, j'ai envie de dire, avec une idée de malfaisance, un peu comme pour discriminer. C'est à partir de ce moment que ça devient gênant. Et je reviens dans mon discours principal pour dire que je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Les discours de haine, en réalité, sont chargés de violence, sont chargés d'aversion, sont chargés d'une volonté pour celui qui les profère d'annuler pratiquement l'autre. C'est-à-dire qu'il y a autant de tribalisme d'une part, il y a ce discours suprémaciste-là, que j'assimile au tribalisme. C'est-à-dire, vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux, n'allez pas croire que les réseaux sociaux, derrière, c'est des mains humaines. Un discours qui apparaît sur Facebook ou je ne sais pas, c'est une main humaine qui est en train de rédiger ce discours. Et il faut tenir compte également du contexte. Il faut constater que depuis 2018, avec l'élection présidentielle de 2018, il y a eu une aggravation des discours haineux. Et il était du rôle des pouvoirs publics à un moment donné, dire n'allez pas au-delà du seuil acceptable, du seuil tolérable. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, mon problème, c'est au niveau de l'application, de la volonté, la réelle volonté politique. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai dit, mais on a cassé quand même les boutiques des gens dans ce pays en proférant des discours haineux. Je me pose la question, pourquoi est-ce que le procureur, par exemple, de Saint-Mélima, n'a pas initié de procédure? Est-ce qu'il y a une réelle volonté d'appliquer cette loi?
Pourquoi est-ce qu'on parle de repli identitaire? Lorsque cela arrive, pourquoi est-ce que les autorités débarquent de l'administration centrale Yaoundé, débarquent dans les villages alors qu'il y a un parquet là-bas, il y a l'administration, un préfet, un sous-préfet là-bas? Pourquoi est-ce que ceux qui ont pris une loi comme celle-là sont eux-mêmes tentés à tout moment d'exprimer leur fibre identitaire dans des circonstances qui auraient pu être gérées autrement, c'est-à-dire en appliquant simplement la loi, en mettant en exergue l'action publique prévue par la loi? Donc, moi, je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons réfléchir pour voir sur l'applicabilité de la loi. J'étais très heureux tout à l'heure quand Maître Assira a essayé d'expliquer ce que l'on entend par haine. C'est à ce niveau, et c'est pour ça que je suis gêné, parce que si il y avait application de cette loi, on rattraperait peut-être les incompréhensions à travers la jurisprudence. C'est-à-dire, un juge en rendant, par exemple, une décision, allait motiver sa décision, et c'est comme ça qu'on allait construire une meilleure compréhension de ce que le législateur a voulu dire. Donc vous avez l'impression que véritablement nous vivons ce discours haineux au Cameroun, ce tribalisme, ce repli identitaire, et pour vous c'est un gros problème qu'il faut résoudre. C'est une réalité, on ne peut pas le nier, et c'est le rôle de l'État. Et vous avez l'impression qu'on peut estomper ce problème, parce qu'il dit quand même quelque chose qui est également vérifié. Nous sommes ce que nous sommes originaires de quelque part. Reconnaître nos origines devient problématique aujourd'hui au Cameroun. On fait comment pour nuancer? On trouve comment des mots qui ne peuvent pas dire ça, comme le disait tout à l'heure, étonne. On le dit comment pour ne pas être taxé de tribaliste au Cameroun? Je suis absolument d'accord avec vous. Celui qui viendra aujourd'hui dire qu'il faut nier les tribus ou nier les ethnies n'est pas réaliste. La difficulté qu'il y a, c'est de mettre, ou alors de reconnaître cette identité, mais de soumettre cette identité à une idée supérieure qu'est la nation. Il faut finalement qu'on se décide. Nous sommes quand même un État indépendant depuis 1960. On parle de nation, on parle de... À un moment donné, il va falloir accepter cette fiction juridique. Je suis d'accord avec vous pour dire que c'est une fiction, un peu comme on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais en réalité, plusieurs personnes ignorent la loi. Mais il faut le dire pour aller sur une base. Ce sera une fiction. La nation camerounaise ne doit pas être qu'une illusion. C'est une réalité. Elle existe. Dès qu'on va sur cette base, on tient compte des identités, mais on dit voilà le plafond. Vos choses de Bassa, Bamileke et consorts là, faites-le, mais voilà le plafond. Pas de discours de violence, pas de discours d'aversion. Faites-le en dessin. Faites comme vous voulez, mais à partir de la violence, dès lors qu'il y a violence, l'État intervient et réprime. Maître, je suis obligé de convoquer mes qualités de sociologue. Il n'y a pas de nation camerounaise. Le mot nation vient du grec ethnos. C'est lui qui donne l'ethnie. Le Cameroun est un conglomérat de nations. Lorsque vous décidez dans la logique des États-nations de faire d'une communauté multinationale une communauté uninationale, vous trouvez les problèmes que nous avons. Comme c'est une fiction, la nation, elle, est une réalité. La nation est une réalité. Quand vous avez votre famille, vous commencez par promouvoir vos propres enfants avant les enfants de vos frères, c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Mais vous aidez également les enfants de vos frères dans le cadre de la famille globale. À la vérité, c'est la même idée qui monte. Ce n'est pas le contraire. L'État est régulateur, pas les individus. Vous ne pouvez pas empêcher aux individus de se sentir rattachés à leur lien sociologique en premier. Vous ne pouvez pas le faire. Mais quand ça touche après au fonctionnement de la nation, ça devient problématique. Aime ton frère, mais lorsque tu le choisis sans compétence au détriment de l'autre qui a la compétence, ça devient problématique. Le professeur Ebenezer Ndiaye me le dit, pour le tribaliste, l'humanité se réduit aux frontières du village. Mais si l'humanité va au-delà des frontières du village, vous n'êtes pas tribaliste. Vous êtes d'un village dont vous promouvez à la fois la culture, les valeurs et tout le reste, mais vous reconnaissez aussi que vous êtes membre d'une humanité beaucoup plus grande. Et dans le cas du Cameroun, vous appartenez à une fiction. C'est le Cameroun qui est une fiction. Vous appartenez à une fiction qu'on appelle le Cameroun et dont vous promouvez les valeurs civiques. Cela, attendez, vous avez encore partout, quand vous marchez à Yaoundé, à Douala, partout, vous avez des foyers identifiés, n'est-ce pas? On dit foyer tel. C'est les gens de cette tribu-là qui se retrouvent là-bas. C'est leur liberté, tant que ça ne nuit pas, tant que ça n'atteigne pas le seuil de l'intolérance. Je n'ai pas conclu de ce qu'ils faisaient. Mon cher, à moins que vous soyez un inconditionnel du rejet. Je dis les gens s'identifient au Cameroun. Ils disent que nous sommes du foyer tel. Et quand ils sont là-bas,
ils font la promotion et le développement de leurs valeurs personnelles. C'est ce qu'ils font. On ne peut pas empêcher aux individus de se comporter de la sorte. Ce n'est pas tribaliste. Il faut faire un bon distinguo entre la tribalité et le tribalisme. La tribalité existe et elle existe. Vouloir la terre est impossible. Les gens appartiennent à des tribus. Ces tribus ont des valeurs. Ces tribus ont des aspirations. Il faut... Lomboglia, dont parlait Dr. C'est une idéologie que les Bassa, Batimpo développent. Pas au détriment, pas contre les autres, mais que les Bassa, Batimpo veulent développer leur culture, ainsi de suite. C'est légitime. Donc, si c'est sur ça que ça va porter, que moi je ne vais plus dire que je suis Bassa, vraiment l'État va me mettre en prison 50 fois. Je suis Bassa et je fais la promotion des valeurs des Bassa. J'ai l'impression qu'on parle d'autre chose. Nous parlons de la même chose. Personne n'a nié la tribalité, personne n'a nié la pertinence. Il faut donc dire aux gens juste. On dit que c'est le rôle de l'État de définir le seuil au-delà duquel ça devient. C'est cela dont il faut que l'État comprenne. Et là, je vais vous montrer dans le tribalisme. Il n'y a qu'un seul tribalisme au Cameroun, c'est le tribalisme d'État. Lorsque vous avez fait un État centralisé qui attire tous les appétits et que la répartition ne se fait pas de manière juste, cela est un tribalisme d'État. Ça, c'est l'État qui fait du tribalisme. Lorsque on vous dit qu'il y a 100 sénateurs, 0 Bassa, c'est du tribalisme. Vous voulez que les Bassa disent que c'est bien? Non, je vous dis que voilà du tribalisme, c'est du tribalisme. On ne peut pas compter 100. On ne peut pas compter 100 tribus au Cameroun sans compter les Bassa. J'ai l'impression que c'est de partout qu'ils viennent pour non, les Bassa n'ont pas besoin de savoir s'il y a d'autres tribus. Si les Bassa constatent qu'il y a 100 sénateurs, 0 Bassa, ils appellent ça du tribalisme d'État. Vous comprenez cela? Et ainsi de suite. Lorsqu'on nomme un directeur général des impôts, on nomme un directeur général des Camwater, et que les deux vont se retrouver à l'Est pour fêter, vous voulez que les tribus qui sont à côté, qui n'ont pas reçu, soient contentes. Est-ce que le directeur de Camwater est chargé de donner l'eau à l'Est? Ça, c'est les équilibres. Mais c'est donc le tribalisme d'État. Non, c'est le tribalisme d'État. C'est l'État qui fait du tribalisme. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a une tribu que l'on veut promouvoir aussi. Non, je dis, c'est ça le tribalisme d'État, parce que cet individu ou ces individus qui vont fêter leur nomination alors qu'ils doivent faire un service public dans leur village, donnent l'impression qu'on les a nommés pour leur village. Et les voisins qui n'ont donc personne du village, lorsque Boufougue était directeur général de Camwater, allait dans son village, il allait dans les champs. Donc les villageois, ceux qui ne sont pas de la tribu de Boufougue, considèrent que la Sinec est la propriété des Etenga. Est-ce que ça c'est le tribalisme d'État? C'est pas le tribalisme des individus. Et nous constatons ces choses dont l'État doit se refaire. On ne doit plus aller fêter dans les villages quand on est nommé directeur général ou ministre, parce qu'on n'est pas le ministre de son village, on n'est pas le DG de son village, ainsi de suite. Et quand l'État fait son... Et on monte ça à la CRTV. Il était à l'Est. L'Est a dit merci au chef de l'État pour la nomination de son fils à tel poste. C'est tribaliste. Vous avez déjà entendu, vous qui comparez donc, vous avez déjà entendu en France que tel secteur a dit merci au chef de l'État pour la nomination de son fils. Voilà le discours haineux de l'État qui doit être rayé. Docteur Didier Badié, au finish, c'est l'État qui fait le tribalisme. Et pourtant, c'est l'État, si je suis les dires de M. Niemek, et pourtant, c'est l'État qui est censé réguler. Il parlait tout à l'heure d'un seuil. Un seuil où tout le monde doit s'arrêter de parler de sa tribu. On peut l'avoir, ce seuil, ou finalement, on va Je crois que je vais continuer à être d'avis de Maître Assira. Il faudrait que nous puissions avoir un répertoire clair de ces manifestations et que l'on creuse davantage, n'est-ce pas, toutes les perspectives qui ressortent. Parce que là, nous sommes encore... C'est évasif. Oui, ce qu'il a dit est tout à fait pertinent. C'est ce que Maître Kenya a dit, c'est aussi pertinent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que le sujet est encore nébuleux. Il y a des manifestations plus ou moins. Moi, tout à l'heure, je parlais de la communauté, du développement communautaire. Lorsque je vais faire un développement dans mon village, je serai avec mes frères du village. On va dire que je suis tribaliste. Non, on va dire au contraire que j'essaie d'impulser le développement de mon village. Non, le tribalisme arrive quand il s'attaque de façon manifeste à une autre tribu. C'est là où il y a le tribalisme. Si on considère le tribalisme comme étant, n'est-ce pas, la reconsidération de notre... Moi, je peux pas l'accepter comme ça. Vous n'allez pas m'empêcher aujourd'hui de créer une société dans le privé
et de convoquer des gens qui me semblent être beaucoup plus proches, puisque je les connais mieux. Vous pouvez définir ce recrutement comme étant un recrutement tribaliste. Moi, je peux le définir comme étant un recrutement, n'est-ce pas, qui me permet d'avoir une emprise beaucoup plus certaine sur mon personnel. Voilà ce que ça veut dire. Moi, je veux dire que aujourd'hui, il faudrait faire attention parce que nous n'avons pas encore défini l'environnement de ce tribalisme-là dans toutes les déclinaisons que l'on venait de parcourir. Mais ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est de comment est-ce que ce tribalisme-là chavire et comment est-ce qu'il peut être tenu comme un moyen opérationnel pour amener un chaos inexplicable. C'est comme ça que ça a commencé au Rwanda, n'est-ce pas? Dans les débordements langagiers, dans des notions qui ne sont pas perçues et qui ne sont pas maîtrisées, on parle de tribalisme, on parle de ceci et tout, et ça se propage très vite. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a focalisé, n'est-ce pas, une certaine... c'est peut-être qu'on ne les a pas stigmatisés, mais les journalistes sont tenus pour être responsables d'une certaine vectorisation. Voilà. C'est pas nouveau, hein? Oui, c'est pas nouveau, mais c'est quand les médias le débat ça a envenimé quand? Et ça marchera toujours pas aussi. Quand il a commencé à se tenir dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et c'est très très mauvais. C'est à partir de là où des mains inexpertes ou des gens qui ne réfléchissent pas peuvent avoir des communications qui sont désastreuses et néfastes. Mais docteur Badiek, les réseaux sociaux sont contrôlés presque partout, ces pays que vous aimez prendre en exemple. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche de contrôler les réseaux sociaux au Cameroun? C'est facile de s'adresser aux médias conventionnels parce qu'on les a, là on me voit là en train de parler, on sait où me trouver. C'est nous, c'est l'État qui a rendu opérationnel ces réseaux sociaux. On a validé ce média incontrôlable qui peut être contrôlé. On refuse de le contrôler parce qu'on l'utilise également pour faire passer, quand on le veut bien, des messages. Et après on juge que c'est nous qu'on doit frapper sur les doigts en validant des lois pour nous intimider. Parce que déjà il n'y a pas de stratégie dans la communication aujourd'hui. Je dois vous dire déjà, faire un constat qui est très simple. Si nous utilisons les médias conventionnels pour faire de l'information et qu'ils occupent l'audimat juste à 20% et qu'il y a 80% qui sont présents au niveau des médias sociaux, je dis qu'il y a quelque chose à faire. Et que si vous voulez véhiculer désormais votre information qui devient une communication, à partir de ce moment, il faut maîtriser ces médias sociaux. Il faut avoir une charte, n'est-ce pas, d'utilisation des médias sociaux. Et là, je vous parle en spécialiste. Et qu'est-ce qui empêche donc qu'on puisse contrôler ces réseaux sociaux, si on le veut vraiment? Qu'est-ce qui empêche? Je ne sais pas ce qui empêche. Il faut prendre une décision courageuse. Ça revient donc à ce que tout le monde dit sur ce plateau, le manque de volonté politique, la dérive. Aujourd'hui, ce qui se dit ici sur ce plateau est tout à fait fondé. Chacun des panélistes défend des options qui sont défendables et pertinentes. Mais ce qui va se dire dans les réseaux sociaux, ce n'est pas contrôlé. Et vous savez ce qui se dit dans les réseaux sociaux. On a donné la même voix aux Nobel, n'est-ce pas, qu'aux vendeurs de biens au quartier, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent être capables de parler sur la même table. Et ça n'est pas possible dans une société. Dans une société, il y a des dirigeants, dans une société, il y a des avocats, il y a des stratégistes, il y a des journalistes. Chacun doit faire son travail. Tout le monde ne peut pas faire le travail de tout le monde. Il faudrait qu'on s'occupe chacun à faire ce qu'on doit faire. Et il y a donc des limites. Il y a des conventions. Ce que j'ai à dire, ce que j'ai à faire n'est pas forcément autorisable. Et ne s'arrête que lorsque la liberté de l'autre commence. Qui fixe les limites? Qui fixe les limites? Mais écoutez, c'est l'État qui doit réguler. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. On en revient au problème central depuis un petit moment. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Avec le constat que vous faites. Parce que si on est d'accord qu'il appartient à l'État d'apporter l'élément de régulation, il va se poser forcément la question de savoir à partir de... Est-ce que le fait qu'on ne puisse pas sanctionner tout le monde veut dire qu'on ne doit sanctionner personne? C'est ça la question. On a décidé que si vous regardez la loi, puisque c'est ça qui est le point de départ de notre discussion, la loi n'a pas dit les journalistes, elle n'a pas dit une catégorie, elle dit par quelques moyens que ce soit. Donc toute personne qui utilise un moyen, que ce soit un support, même simplement une image, même si vous faites une caricature qui puisse éventuellement mettre en cause autrui et qui traduise la haine, pour moi le problème il est au niveau de la haine. Parce qu'il faut savoir ce que c'est que la haine. À partir de quand ils font allusion aux hommes des médias et aux leaders qui ont une sanction multiple par rapport à monsieur tout le monde. Donc tout le monde est sanctionné, mais ceux-là encore plus. C'est pourquoi ils m'appellent arrêt dessus. Si on parle de la loi, c'était ça qui était le point de départ. Peut-être que maintenant, dans la jurisprudence, dans la pratique concrète, il peut arriver qu'il y ait eu plus de journalistes qui aient été sanctionnés, interpellés que les personnes de la société civile. Mais vous nous avez interpellés sur la loi. La loi n'a pas fait de discrimination. Elle dit toute personne
par quelque moyen que ce soit. On n'a pas dit les moyens audiovisuels, les moyens de la presse écrite, même simplement, comme je vous l'indiquais, une simple image ou une représentation qui puisse éventuellement vous rappeler vos confrères du Canard enchaîné, je crois. Non, du Charlie Hebdo. Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, tous ces paramètres-là entrent en ligne de compte dans la définition de la loi qui ne peut pas être restrictive. Bien. Maintenant, ce que moi, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour que la loi puisse véritablement être efficace, il lui fallut qu'elle se donnât les moyens d'englober le nombre de situations, le maximum de situations qui peuvent se présenter dans son champ d'application. C'est-à-dire, quand on dit par quelques supports que ce soit, on sait qu'aujourd'hui, les supports ne sont pas que la presse écrite, ce n'est pas que la presse audiovisuelle ou éventuellement la presse. Il y a aussi aujourd'hui une communication qui se fait par le biais de réseaux sociaux. Et donc, par conséquent, faire comme dans beaucoup d'autres pays, se donner les moyens, soit par l'intermédiaire d'une haute autorité, soit par l'intermédiaire d'une police spéciale qui, selon des moyens qui existent, puisqu'ils sont utilisés par d'autres, essaye de recenser les situations et traque les personnes qui sont en mesure de violer, de rentrer dans le champ d'application de la loi, ce que malheureusement aujourd'hui on ne fait pas. Mais je vais peut-être utiliser le discours minimaliste. Quand on parle habituellement de détournement des deniers publics et qu'on se rend compte que sur une centaine de cas qui sont relevés et relayés par la presse, on n'en a pris qu'un ou deux comme ça au hasard. En face, on vous dira toujours, il fallait bien qu'on commence quelque part, puisqu'on ne peut pas rester sans punir, il faut bien qu'on ait puni quelque part. Donc je me dis aussi que par discours minimaliste, peut-être que si on considère qu'un texte doit venir réguler un peu les comportements sociaux, il faut bien admettre qu'il faut commencer par là où on est en mesure, c'est-à-dire les gens de la presse identifiable. Voilà, vous. Voilà, je crois que c'est cette partie de cette loi qui pousse à discuter autour justement de la presse conventionnelle. On sait qu'il a dit tout à l'heure, les personnes reconnues coupables de propos haineux à caractère tribaliste sont punies d'un emprisonnement d'1 à 2 ans et d'une amende comprise entre 300 000 et 3 millions de francs CFA. Là, il y a l'alinéa 3 nouveau de ce code pénal qui stipule qu'est condamné plus gravement les catégories de personnes appartenant au corps des fonctionnaires, des leaders politiques, des religieux, des membres d'organisations non gouvernementales et les hommes de médias. Aussi, un journaliste coupable d'outrage à la tribu, par voie de presse, pourrait verser une amende allant jusqu'à 20 millions de francs CFA. C'est pour ça que je parlais de quasiment plus de triple par rapport à celui lambda qui va le faire. Et c'est pourquoi on se demande pourquoi mettre l'accent sur ceux-là lorsqu'ils sont ceux qui font le moins cette pratique-là, et ce qu'on doit frapper à ce niveau-là, on ne fait pas. Non, bien qu'étant... Non, je veux dire, ça devient comme une intimidation aussi, puisque ce sont eux qui s'expriment le plus. Bien qu'étant des votes permettent que je nous tire une balle. Non, tire. Nous avons un impact plus grand. Voilà. Nous avons une audience plus grande. Lorsque Mme Guessele parle, des millions de personnes, c'est-à-dire, pour que je vous dise ça simplement sans vous expliquer, Mme Guessele peut faire une levée de bouclier pour une guerre dans je sais pas, dans le BAM, d'ici 2 minutes. Il suffit qu'elle dise que vraiment, les Bamois, vous voyez, je ne suis pas Bamois, ils vont pas. Levez-vous, ça ne va pas. Alors que notre caméraman qui est là, et qui a son téléphone, qui parle, qui lance un discours au bar, il atteint un auditoire beaucoup plus réduit. C'est-à-dire, on voit l'impact. Il y a ça d'une part. Mais il y a aussi d'autre part que la profession s'est laissée intimider tout le temps. Les journalistes qui doivent être dirigés par leur père ont permis que l'épée de Damoclès pèse tout le temps sur eux. Même lorsqu'ils disent des choses simples, on veut faire des victimes expiatoires. Lorsqu'on attrape un grand journaliste et qu'on le met en prison, vous savez, l'État est un monstre froid. Il aime cela et les gens se calment. Alors qu'il y a beaucoup de petits tribalistes au quartier qu'on ne va pas attraper. Mais on fait une bonne trappe, comme les chasseurs disent. On a attrapé récemment un grand journaliste de notre chaîne. Voilà, ça fait les choux gras et puis on a l'impression d'avoir fait quelque chose. Mais je crois que depuis qu'il n'est pas là,
les propos tribalistes n'ont pas baissé pour autant. C'est clair. Voilà. Bonjour, merci pour votre retour au Gabon. On en profite pour comprendre que nous sommes de nouveau opérationnels du côté du Gabon. On se rappelle, on avait été suspendu pour 3 mois. Tout est rentré dans l'ordre. Ils sont très nombreux, les Gabonais, connectés à nous ce matin. Et ils trouvent qu'on leur a trop manqué. Merci à vous d'être présents devant le petit écran. Bonjour le plateau. S'il te plaît, je voudrais savoir... Mes maires du village qui ont des réunions formées sur la base des tribus seront aussi condamnés. Exemple, réunion des femmes esselées. Femme Betty Dumbam, fils Mvokani, juste pour dire que le tribalisme n'est pas une parole, mais un comportement. C'est Joël qui nous le dit ce matin. D'accord, merci beaucoup. Bonjour le plateau, merci pour tout ce que vous faites pour nous. C'est toujours un bonheur de vous regarder tous les dimanches. Ces gens s'y dérangent avec leurs lois. Bonjour Madame Rosalie, bonjour à tout le panel. Vous savez mieux que moi que dans un pays qu'on appelle le Cameroun, la gouvernance a dépassé nos dirigeants du Cameroun et c'est pourquoi ils emploient maintenant le mot qui balise. Qui balise nous comme ils sont... Comme s'ils sont tés. Attends, c'est comme si ce sont eux qui ont même créé ça. Rodrigue, depuis Douala. Quand vous écrivez en une langue que je n'arrive pas à déminer, c'est compliqué. Hein? Bonjour Libre Expression et à son riche panel. Une très belle intervention de la part de Maître Assira. Respect au sage Blériot. C'est Eric Pascal qui réagit. Bonjour et merci pour ce thème. Repli identitaire et loi sur le tribalisme. Effectivement, on grossit trop cette fausse histoire de tribalisme au Cameroun. Il n'y en a pas vraiment. Ici, par exemple, chacun s'occupe de ses oignons. Alors, si jamais ça existe, il y a une solution simple à cela. Faire la promotion des mariages interculturels entre les Camerounais et qui donneront des cousins et cousines, c'est tout. Qui de ces cousins et cousines se heurteront? Personne. Aucune n'ira affronter encore quelqu'un d'autre. Pardonnez-moi, chercher autre chose qui mine les Camerounais comme les problèmes socio-économiques. Ousmane Oudewa, depuis Bamianga, en Gaoundiri. Bonjour et bon dimanche à vous sur le plateau. On va du côté de la Côte d'Ivoire. Bonjour ma bien-aimée Rosalie. Il faut informer votre... il dit que lui, il a des images un peu brouillées. Que je dise à mon directeur technique que lui, du côté de la Côte d'Ivoire, il a des images un peu brouillées. Je ne sais pas, je crois que le message est passé, mais je ne sais pas si c'est à notre niveau le problème, hein, je n'en sais rien. Définition du tribalisme, c'est avoir comme dernier critère de choix, autre critère que la solidarité d'origine ou appartenance tribale. Cher colonel Badiek, c'est de ça qu'il s'agit. Bonne émission Rosalie, je suis le révérend pasteur Liona CI à Messimo. Bonjour madame. Le thème autour duquel vous axez le débat est angulaire pour ce pays. Voici ma petite contribution. La notion ne peut pas tenir compte essentiellement de l'acte et mettre de côté le discours. Ce n'est pas vrai. Les deux sont liés. L'un peut être la cause de l'autre et vice-versa. L'un peut être la conséquence de l'autre et vice-versa. Le discours aboutit à la haine tout autant que de la haine peut naître le discours. La plupart des génocides ethniques dans le monde ont été d'abord traduits en idéologie par un certain discours qui, ayant fini par intégrer suffisamment les esprits, s'est converti en un terrain propice sur lequel la violence manifeste a germé. De même, beaucoup de discours haineux dans le monde ne sont que le résultat de ce qu'un certain groupe se sentent trop longtemps piétinés en acte et même en loi par d'autres. Donc, pour moi, cette loi a tout son sens et un esprit lucide et rationnel ne devrait y voir aucune insuffisance. C'est David Tognet qui nous écrit. On va aux États-Unis d'Amérique à présent. Bonjour à tous. La prise de parole du monsieur en tenue traditionnelle. Ah d'accord. Maître Kenny. Après celle de M. Niemek, pour moi, résume le problème du vivre ensemble au Cameroun et le mindset de ceux qui ont motivé la création de cette loi inopportune. Excellente émission à vous. C'est Daoud depuis Rockville, du côté des États-Unis d'Amérique. Un grand bravo à M. Niemek pour son analyse. Autre réaction, bonjour le plateau, bon panel aujourd'hui encore. M. Niemek se rattrape aujourd'hui par rapport à dimanche dernier.
Il a bien expliqué comment l'État, à travers certaines pratiques, a promu et institutionnalisé le tribalisme. Vous avez le meilleur des plateaux ce dimanche. C'est Maïmouna qui nous écrit, Maïmouna Moussa du PCRN, qui nous écrit ce dimanche. Quand il y a des problèmes à Sang-Mélima, c'est les ministres originaires du Dia et Lobo qui vont régler le problème à Sang-Mélima. Ça veut dire que l'État fait une chose et son contraire. C'est Bouba depuis Garoua. Bonjour chers panélistes, ma question s'adresse aux philosophes. Quand dans l'équipe nationale du Cameroun, il y avait à majorité les ressortissants d'une région, c'était du tribalisme? C'est ce que vous avez condamné dans un autre exemple que vous avez pris. Je suis François. Voilà, c'est lui qui se demande. Il faut dire que quand on avait que les bassards dans l'équipe nationale. J'ai fait du discours haineux là. 213, je ne sais pas de quel côté, on espère que c'est je peux lui répondre. Bonjour Rosalie, on finit les messages. Si vous permettez, si on décide d'avoir une équipe d'extropiés, de ceux qui ont un pied, est-ce qu'on va y recruter les gens qui ont 2 pieds? Non. Qu'ils comprennent que le football était bassa à une certaine époque. C'est pas tribaliste. D'accord. Voilà. Bonjour Rosalie, à tout ton panel. S'il te plaît, j'aimerais que tu demandes à Blériot Niamec de répondre à cette question. Oh. Non, il ne sera pas obligé de répondre à toutes les questions. S'il arrive un jour qu'arrive à former les États-Unis d'Afrique, qu'on arrive à former les États-Unis d'Afrique, et qu'un Marocain, un Égyptien ou un Sud-Africain décide de venir s'installer à Bouniébel ou en Vogada, les soi-disant autochtones de ces régions vont lui rappeler qu'il n'est pas chez lui. Voilà le véritable problème au Cameroun. On ne pense pas des projets pour le futur dans 200 ans ou 400 ans, comme le font les Chinois ou les Américains. Au Cameroun, on résout les problèmes au jour le jour. On est encore enfermé dans des théories et des pensées du passé, et après on se plaint qu'on est en retard par rapport aux autres. Voilà. C'est ça la question. Bon, il nous écrit d'un pays que je ne maîtrise pas. Il n'a pas signé, donc... bonjour à tous les panélistes. Vous voyez, lui aussi, il a eu le souci du mot que vous avez eu. Il a dit les paludismes. Je devine que c'est les panélistes qu'il voulait dire sur le plateau. C'est depuis Bamako. Ceux qui ont créé le tribalisme au Cameroun, c'est parce qu'au camp américain, voilà. Non, je ne sais pas comment il veut dire les Kamba, au Kamba. En fait, il parle des gens qui ne veulent pas vendre une parcelle de terre à un bêtis. Mais ils se plaignent. Bon. Je suppose que c'est le camp d'en face dont il parle. Bonjour Rosalie, très belle émission comme d'habitude. Vraiment, Blériot a tout dit. En réalité, c'est l'État qui manifeste vraiment cette affaire de tribalisme. Maître Kéné, essayez un tout petit peu de comprendre ce que Blériot dit. C'est très pertinent. Big up à Maître Assira ainsi qu'au Dr Badier. Comme suite d'émission, bonne suite d'émission à vous et merci de nous édifier chaque jour via vos différentes émissions télé. C'est David depuis Vogada qui nous écrit. Autre réaction enregistrée. Bonjour au plateau. Le racisme et le repli ont été reconnus dans toutes les sociétés occidentales et autres encore. Pour les combattre, les lois ont été prises. Les quotas ont été votés pour les recrutements dans le privé. Ainsi même, si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas seulement recruter les blancs. Vous avez un quota de noirs à recruter et ce problème est résolu. Il faut qu'on fasse pareil au Cameroun. C'est Jules qui le dit. Bonjour Madame Rosalie, me réjouissant de ce que votre chaîne ait été de nouveau rétablie au Gabon. Je me demande comment au Cameroun on ne peut pas aussi fermer ces chaînes du bouquet canal qui promet des tendances un genre. Comment comprendre que l'État camerounais ne peut pas fermer les réseaux sociaux nocifs à l'épanouissement et l'harmonie sociale? Si le Gabon le fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Le peuple a faim, n'a pas d'eau, n'a pas de route, n'a pas d'électricité, le réseau est boiteux, on soulève les tensions tribalistes sans sens et après on accuse les gens. C'est Jean-Christ qui nous écrit ce matin. Bonjour et bon dimanche, beau sujet. Par rapport à la lutte contre les discours haineux, je pense qu'on devrait changer ce thème en disant plutôt contre les comportements haineux et tribaux. Car quelqu'un, même sans discours, peut refuser ton dossier ou ton recrutement juste à cause de ta tribu. Hein. Et ça, c'est un comportement et non un discours. Et c'est 100 fois plus dangereux et plus récurrent même que les discours. C'est Benjo depuis Yaoundé. Il en faisait allusion tout à l'heure, Blériot. Bonjour, très cher aîné. Les replis d'identité existent depuis. Maintenant, ce qui est venu l'accroître, ce sont les réseaux sociaux. La loi contre ça vient maintenant. Pourtant, ce sont les réseaux sociaux sont là depuis. Moi, je n'y serai jamais dans ces réseaux sociaux-là. C'est Achille Aimé depuis Fangoudron, cité Sika, mais tu m'écris par WhatsApp.
Tu n'y seras jamais, mais tu es en train de m'écrire par WhatsApp. Donc tu y es, mon frère. On va pas faire autrement. Voilà, encore cette manipulation nucléaire à des fins politiques. On peut parler de repli identitaire afin de pérenniser nos cultures, socle du développement. Malheureusement, la répartition inéquitable des richesses peut conduire à des remous tribaux. Nous ignorons que la paix sociale est tributaire de justice sociale. Comment comprendre qu'étant à moins de 30 km du barrage de Son Loulou, la cohésion sociale avec d'autres frères n'étant pas de ma zone me prive d'eau et de lumière. Nous avons un problème de vivre ensemble, à tuer la paix sociale. Point final, c'est ma soc Thomas. Bonjour Madame Guesselet, je vous écoute attentivement. Vraiment, j'adore les analyses, la pertinence et la vérité des invités. Dites à Monsieur Blériot Niemek qu'il est un sage homme. C'est Messi Bonaventure depuis Odia. Bonjour Rosalie, très belle émission comme d'habitude. Merci pour tout cela. Big up à Maître Sira, big up au docteur Badiek, merci à Niemek, à Blériot, voilà, s'il a dit Blériot, c'est moi qui dis Niemek, et bonjour à Monsieur Kene que je découvre. Bonjour au plateau, s'il vous plaît, Rosalie. Demandez aux panélistes, quand on dit tu fais la danse Bafia, est-ce que c'est du tribalisme? Innocent Kos. On va pas s'en sortir, hein. Tout le monde essaie de comprendre cette affaire, c'est compliqué. Bonjour et un bonjour particulier à Monsieur Blériot qui a tout dit sur la thématique du jour. Le Cameroun a besoin des hommes comme lui. L'abbé Philemon depuis Bolova, je commence à retenir son nom. Il est véritablement fan de vous à chaque plateau. Il a un petit mot gentil. Bonjour panel, à mon avis, la meilleure solution au tribalisme est de prôner les mariages mixtes. Point final. Ainsi on ne dira plus je suis deux, mais plutôt je suis des. Cathy depuis Douala. Bonjour Madame Rosalie, en me réjouissant de saluer également le retour de votre chaîne au Gabon. Nous sommes connectés depuis ce matin avec beaucoup de joie. Vous nous avez manqué. Bonjour à vous, le plateau de Libre Expression. Je salue humblement les avocats qui sont sur le plateau avec qui je partage grandement les propos. Le tribalisme aujourd'hui est celui de l'État. Quand on constate la répartition des ressources au Cameroun, on constate que plusieurs zones ne parviennent pas à se développer simplement parce qu'ils n'ont pas quelqu'un installé quelque part pour plaider pour cette zone. L'État doit répondre aux problèmes sociaux et non aux problèmes des tribus. Ça ne me permet pas de se développer. C'est le docteur Guy Kaya Zamba depuis Garoua. Bonne émission à vous. On en prend deux derniers, on s'arrête. Bonjour et belle émission, Maître Claude Assira. J'aimerais avoir la définition juridique de l'autochtonie. D'accord. Vous allez répondre, Maître? Pardon? On est ensemble? Oui. Ah, d'accord. Il y a un téléspectateur qui demande s'il peut avoir la définition juridique de l'autochtonie. Je ne vais pas lui donner là comme ça. Je veux dire, l'autochtone, c'est celui qui est issu d'une zone territoriale ou géographique définie, tout simplement. D'une façon globale, c'est davantage une définition, une notion sociologique et anthropologique, une définition juridique. Le juriste a essayé. Je pense que dans notre texte, la seule fois où il y fait référence, je crois, une fois dans la Constitution, et une autre fois dans la loi qui définit les espaces, la loi sur les... comment ça s'appelle? Qui crée la décentralisation. Voilà, la loi sur la décentralisation. Où on fait référence à l'autochtonie, qui est une notion davantage anthropologique ou sociologique, oui, qu'une notion juridique. D'accord. Je crois qu'ils rejoignent déjà tous ceux qui l'ont dit sur nos différents plateaux. Bonjour à tous. Ces analyses sur le plateau, mes frères Bamileke ont créé le tribalisme au Cameroun. Aucun Bamileke ne peut vendre une parcelle de terre à un bêtis et il crée les problèmes et puis disent qu'il y a le tribalisme. Une transition? Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission C'est Libre Expression. Tous les dimanches, dès qu'il est 11h30, nous prenons le contrôle, bien entendu, pour échanger autour des sujets ayant meublé l'actualité tout au long de la semaine. On parlait de repli identitaire et la loi sur le terrorisme qui a encore obtenu un peu plus de lumière au regard des analyses de nos panélistes. On va poursuivre cette émission en parlant d'autres choses. On l'a noté en fin de semaine dernière, pour ne pas dire mi-semaine, le président de la République a fait le déplacement de Paris en France, accompagné de son épouse, pour prendre part au sommet de l'Élysée pour la paix, non, pour le nouveau pacte
C'est mieux. C'est le mot qui a été utilisé, le nouveau pacte économique, même si je préfère dire nouveaux accords de partage entre les différents États, les nouvelles ententes entre les différents États du Sud et ceux du Nord pour essayer de gérer le nouvel ordre mondial. Docteur Badiek, c'est mieux dit ainsi, parce qu'il s'agit de gérer le nouvel ordre mondial. C'est en train de se préparer. On voit les positionnements de ces pays occidentaux sur le continent africain de plus en plus. Et nous, la question qui nous préoccupe nous rapproche un peu plus de nous, puisque le président Paul Biya fait partie de ces présidents qui ont fait le déplacement de Paris. Nous, on veut questionner le retour. Qu'est-ce que ça nous apporte? On l'a vu prendre la parole, on a vu sa sortie, on a vu également les réactions des autres chefs d'État. Et jusqu'ici, les Camerounais se demandent et puis après. Oui, parce qu'il faudrait déjà se demander au départ si les objectifs correspondaient aux questions qui se posent réellement en Afrique, et particulièrement au Cameroun. Il y avait 4 objectifs. Redonner un espace budgétisé, favoriser le développement du secteur privé, parce que à côté des pouvoirs publics, il fallait apporter aussi le financement des privés, encourager les infrastructures vertes et mobiliser les financements innovants. Mais je ne pense pas que cet ordre du jour correspondait à la véritable problématique d'une Afrique qui est pauvre, tout en étant riche, et qu'aujourd'hui, qu'on veut lui imprimer en réalité une façon de faire les choses, une façon de s'industrialiser, parce que le véritable problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est son industrialisation, quitter d'une économie de rente à une économie de biens et de services en passant par l'industrialisation, et que pour ce faire, il y aura certainement une utilisation, n'est-ce pas, de sources énergétiques qui sont réputées pour être polluantes. Mais ce n'est pas l'Afrique qui a commencé à polluer. Nous connaissons les 30 glorieuses, par exemple au niveau de la France, acier, fer, charbon, et tous ces pays ont eu de l'avance au niveau de leur capacité à polluer. Aujourd'hui même, il y a des pays, n'est-ce pas, au niveau occidental, qui recommencent avec l'énergie du charbon suite à la crise du pétrole à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, est-ce que ces problèmes sont réels? C'est-à-dire, en réalité, on veut demander à l'Afrique d'opter pour des moyens énergétiques moins polluants, alors que l'Afrique n'a pas pollué au départ, et que l'Afrique est quand même fait partie, n'est-ce pas, des régions qui sont le poumon, n'est-ce pas, du monde aujourd'hui. Et que ça ne peut pas être compatible à partir du moment où on ne donne pas à l'Afrique les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour aller vers cette énergie de transition. On fait tout un sommet comme ça pour donner 2,5 milliards au Sénégal, pour réduire la dette ou alors l'effacer de la Zambie, pour se rendre compte que finalement, il ne peut pas avoir de Coupe du Monde de football s'il n'y a pas les pays africains. Mais on n'était pas sûr qu'à un moment donné, on aurait des équipes comme le Cameroun ou le Sénégal qui arriveraient à tutoyer les grandes équipes pour que la Coupe du Monde de football soit dorénavant une véritable Coupe du Monde. C'est pour ça que je dis qu'il ne faudrait jamais briller par l'absence, même si dans ce sommet-là, nous avons compris qu'il y avait les acteurs et il y avait les spectateurs. Et qu'il y avait un cinéaste qui, très sentimental, a donné exactement le tempo de cette... c'est le président Lula pour dire qu'on est dans le ridicule depuis près d'une vingtaine d'années et rien ne change. On ne fait que multiplier. Mais tant qu'il y aura ce diktat, n'est-ce pas, de ce nouvel ordre impérialiste, l'Afrique ne tirera rien. Mais elle ne tirera rien parce que c'est aussi à cause d'elle-même. Parce qu'il faudrait que cette Afrique sache que d'ici 2050, elle est appelée à jouer un autre rôle. Tout le monde fait la cour à l'Afrique. Et l'erreur des Africains aujourd'hui, c'est d'embrasser des gens qu'on appelle des BRICS, arriver, c'est les nouveaux arrivants, ils sont tout beaux, et on laisse l'Occident, ou alors on prend l'Occident, on me lâche. Ce n'est pas ça qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait être capable de faire, c'est de rentrer dans une stratégie d'autonomie, être capable de pouvoir créer, n'est-ce pas, un développement endogène pour l'Afrique, en pesant tout ce qui peut venir tout à côté. Aujourd'hui, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de quitter un impérialiste pour aller chez l'autre. Ne pensez pas que les BRICS vous aiment, ou bien que les Occidentaux vous aiment moins, ou qu'ils vous aiment plus. Il n'y a pas, n'est-ce pas, d'amitié entre les peuples, il n'y a que des intérêts. Alors, tant que l'Afrique ne verra pas ce qu'elle est capable de faire, ou alors de pouvoir créer
un circuit qui l'amène vers une autonomie stratégique, eh bien on restera ce que nous sommes, n'est-ce pas, des véritables spectateurs. Quand vous me dites que qu'est-ce que nous avons tiré comme conclusion, je dois également vous dire qu'à ce niveau diplomatique, nous ne pouvons pas être au courant de ce que le président lui-même discute avec ses pairs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas la même qualité d'information. Il y a des choses certainement qu'il a tirées de là-bas, avec des contacts avec plusieurs acteurs du monde international, de la finance internationale, que ça ne peut pas nous revenir tout de suite, mais s'il faut regarder de manière globale. Il aura au moins sur les contacts. Oui, considérer que le Cameroun s'inscrit dans la région Afrique. Moi, je pense que nous sommes allés là-bas comme étant des spectateurs. Je ne sais pas si notre voix comptait beaucoup, en dehors de quelques folkloriques, n'est-ce pas, qui arrivent toujours pour montrer que ils sont différents d'autres pays africains, parce qu'ils auraient comme ça, n'est-ce pas, l'apologie ou bien alors la définition très stricte de ce qu'on appelle un monde démocratique occidentalisé, ce à quoi je ne me rapproche pas du tout. Maître Sira, un voyage à la limite peut-être inutile, qui vient d'être effectué à Paris, si au finish, de façon tangible, on ne ressent pas le plus que le Cameroun devra obtenir de ce voyage? Honnêtement, j'ai l'impression que je suis content que, pour une fois, parce que ça n'arrive pas tous les jours, le président de la République soit sorti un peu de son bunker, du palais de l'Unité, pour rentrer un peu dans le concert des nations avec d'autres, pour parler des choses qui concernent l'humanité, parce qu'au regard de son âge, de son expérience, de la particularité du Cameroun, de la noblesse de ce que nous pouvons représenter, de la voix que nous voulons avoir dans le monde, il nous faut un représentant, quelqu'un qui fasse chaque fois apparaître le nom du Cameroun dans les plus hauts sommets où ça doit pouvoir se faire. Donc de ce côté-là, je suis tout à fait heureux. Mais mon colonel, je vous ai raté une fois sur une chaîne concurrente Vision 4. Je suis heureux de vous trouver ici aujourd'hui parce que vous dites presque toujours avec des mots ce que j'aurais aimé pouvoir indiquer. Moi, je me demande si dans ce départ-là, il n'y a pas un peu d'impréparation, malheureusement. C'est-à-dire que quand on fait le constat que fait le président brésilien, en gros, il vous dit, vous êtes, vous les plus puissants qui avez pollué, et vous venez nous demander à nous, les plus pauvres, de venir parler avec vous. De votre pollution. Tout à fait, de votre pollution. En nous demandant à nous d'y contribuer. En gros, ce qu'il veut dire, et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est que vous ne pouvez pas y aller si vous avez envie d'être audible. Vous ne pouvez pas vous lever un jour, prendre votre... Si c'est juste pour être l'ambassadeur, je vous dis, rien que ça déjà, ça me convient. Je prends ça puisque ça nous a souvent beaucoup manqué, même dans les sommets africains. Mais si c'est vraiment pour aller aborder la question de l'environnement, j'ai comme l'impression que notre président, aux côtés de tous les autres, même Macky Sall et autres, sont allés simplement y faire la figuration. J'aurais aimé que, avant un tel rendez-vous, qu'il puisse y avoir un sommet. C'est la même chose, je peux vous dire la même chose même pour la crise ukrainienne, où si les chefs d'État africains s'en vont un peu en balade, moi je ne les ai jamais vus régler les problèmes africains à leur niveau, mais ils vous disent qu'ils vont aller régler un problème qui dépasse bien. Donc je ne comprends pas la politique internationale de nos dirigeants, y compris du mien, là en l'occurrence. Il aurait fallu, me semble-t-il, qu'ils se réunissent, qu'ils discutent ensemble, qu'ils voient ce qu'ils sont en mesure d'apporter. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement que des questions objectives et matérielles. Vous avez, dans la diplomatie, vous avez beaucoup d'éléments qui interviennent, le poids du nombre, 52 pays, ça compte, le poids politique, la question d'appartenance francophone ou anglophone et autres, tous ces éléments-là comptent, qui auraient pu, de mon point de vue, la géostratégie également. Bien. Tous ces éléments-là auraient pu, me semble-t-il, être autant d'atouts, autant d'éléments qu'il aurait fallu recenser pour pouvoir aller en bloc, discuter contre d'autres qui, eux, sont, qu'on le veuille ou pas, les plus forts. On peut vouloir se cacher derrière son petit doigt, essayer de nier la réalité. C'est la réalité d'aujourd'hui. Dans la situation dans laquelle ils sont allés, chacun en rang dispersé, pour aller négocier quoi, je ne sais même pas quelle est la part du Cameroun dans la pollution mondiale, qu'est-ce que le Cameroun va apporter, qu'est-ce que le Cameroun est en mesure d'apporter en contradiction. J'avoue que je n'ai pas trop bien compris. La présence du président de la République. Je n'ai pas bien compris. Donc, du coup, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Bah rien.
Monsieur Niemek, vous partagez cette lecture, on ne peut rien attendre de ce voyage, même si j'ai envie de demander plus tard si finalement on pourra donc se sortir, on va considérer comme si c'est un dictat, c'est une obligation qui les a entraînés du côté de Paris. Sinon, si tu n'as aucun intérêt sur quelque chose, pourquoi tu y vas? Mais comment Maître Assira, professeur, peut dire qu'on ne peut rien attendre du voyage du chef de l'État? Un ministre nous a dit un jour que le chef de l'État et son épouse étaient dans l'avion. Et puis il nous a dit un autre jour qu'ils ont atterri. Donc moi je crois qu'ils étaient à Paris. On ne peut pas dire que c'est pas bien que le chef de l'État et son épouse soient à Paris, on ne peut pas dire que c'est rien. Et c'est sérieux, ils sont à Paris. Macky Sall est à Paris. L'Afrique est cette unité vaseuse, fourre-tout, au sujet de laquelle n'importe qui et tout le monde peut dire n'importe quoi, sans que cela ne prête à aucune conséquence. N'allez pas là où on ne vous attend pas, quand vous vous respectez. Vous n'allez, je crois que je l'ai souvent, si on ne vous a pas invité à temps, si on ne vous a pas donné un agenda, si on ne vous a pas montré du respect, n'allez pas au rendez-vous auquel vous n'êtes pas attendu. Malheureusement, comme ce n'est pas des gens qui ont cette capacité de s'opposer à la métropole, on se retrouve dans des situations telles que on peut aller à un rendez-vous auquel on n'est pas attendu, dire des choses qu'on n'écoute pas. On vous a parlé de pollution. La part de l'Afrique est de moins de 3% dans la pollution du monde. Mais si même l'Afrique se retirait toute sa pollution, on ne ressentirait pas qu'il n'y a plus de pollution. En fait, ce que l'Occident, notamment la France, attend de nous en ce moment, c'est que nous créions des conditions écologiques pour résorber leur pollution. Ok. Vous comprenez? On fera un dépotoir en d'autres termes. Non, pas un dépotoir. Le climat, on a un seul monde en partage. Oui, bien sûr. Il n'y a pas deux mondes. Nous ne pouvons plus préserver le nôtre. Et comme la pollution fait le tour du monde, créer des conditions écologiques chez vous, de sorte que notre pollution puisse être résorbée par votre environnement. N'est-ce pas? Tu voulais apporter de l'eau au moulin de M. Niemek. Ouais. En réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que, à partir de 2030, nous allons forcément opter vers l'industrialisation de l'Afrique. Et ils veulent donc nous empêcher cette industrialisation-là qui va s'additionner à la pollution qu'ils ont déjà faite, sans nous donner les moyens qu'ils avaient prévus déjà au cours d'autres conférences, n'est-ce pas, de faire une transition vers des énergies renouvelables. Donc, en d'autres termes, vous ne pouvez pas vous développer parce que si vous vous développez, vous allez nous empêcher, nous, de continuer à évoluer. Donc, acceptez de rester là-bas et laissez nous polluer l'environnement. Le plus grand pollueur du monde a refusé de ratifier les conventions contre la pollution climatique. Tout à fait. Les États-Unis. Le plus grand pollueur a dit, moi je pollue et je ne me soumets à aucune loi. Et ils ont cette habitude. Il paraît qu'ils sont grands. J'ai d'ailleurs observé dernièrement un secrétaire d'État américain qui marchait avec un président d'un pays. Et lui, il se mettait derrière pour donner la voix à son hôte, à celui qui le recevait. Donc, l'Afrique doit se prendre au sérieux elle-même si elle veut qu'on la prenne au sérieux. Mais ce n'est pas l'Afrique qui était là-bas. Les représentants de l'Afrique, nos chefs d'État, ne parlent pas pour la voix de l'Afrique. Permettez-moi de faire un parallèle. Vous demandez que gagne le Cameroun. Vous avez observé qu'à l'occasion de ce sommet-là, le président sénégalais Macky Sall, qui n'a pas pu dire aux Sénégalais au Sénégal qu'il va se représenter pour un 3e mandat, a profité de la protection qu'il avait sous le ciel français pour annoncer qu'il serait candidat pour une 3e mandature. On continue d'avoir l'impression des sous-préfectures. C'est-à-dire qu'avant, on disait que les pays africains étaient des sous-préfectures des métropoles et il fallait toujours aller rendre compte. On dit, je ne sais pas si c'est vérifié, Maître Assira et Dr Badiek sont plus informés que moi. Il paraît même qu'à un moment donné, les présidents africains soumettaient la liste de leurs ministres pour validation. Il paraît, on dit des choses comme ça. Il paraît donc qu'il faut toujours aller prendre l'onction. Quelqu'un a dit qu'il ne fallait pas tendre les mains aux BRICS.
Vous savez, l'Afrique est devenue cette femme, entre guillemets, prostituée. Et une prostituée se donne au plus offrant. Aujourd'hui, si les BRICS arrivent et nous proposent quelque chose de mieux, nous allons vers les BRICS. La Chine projette d'envoyer en Afrique plus de 3 millions de Chinois. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Est-ce qu'il nous faut ouvrir les mains à ces Chinois ou non? Est-ce qu'il faut continuer de rentrer dans des coopérations qui se montrent uniques? La France s'est précipitée. Depuis la COP 21, rien n'a été fait. La France se précipite à nous convier à une réunion au cours de laquelle elle nous dit ce qu'elle va faire ou ce que nous devons faire. Est-ce que nous lui avons dit ce qui est bien pour nous? On ne développe pas un pays se développe. Et vous ne pouvez pas faire le bien d'une nation contre elle-même. Si j'étais parmi les dirigeants africains, j'annoncerais la bonne nouvelle à la France, que nous allons aussi polluer, suffisamment polluer, afin que nous puissions, d'égal à égal, s'asseoir sur la table et voir qui va réduire le premier sa pollution. Mais vous ne pouvez pas être un non-pollueur. D'ailleurs, on avait sorti la notion de pollueur-payeur. Elle n'a pas été respectée. C'est-à-dire que celui qui pollue paye suffisamment pour permettre à celui qui est pollué de résister aux effets. Cela n'a pas été fait. Donc, j'invite les Africains, sans tenir compte du sommet de la rencontre qui a eu lieu en France, à se préparer à polluer et à ne pas souscrire aux injonctions de qui que ce soit. De toutes les façons, nous sommes anthropologiquement plus résistants qu'eux. Lorsque la pollution aura atteint le sommet, eux, ils seront obligés de désister les premiers et d'arrêter de polluer. Un agenda qui ne correspond pas aux problèmes africains, encore plus aux problèmes du Cameroun, mais un président de la République qui est quand même parti à cette rencontre, qui finalement, au regard des analyses précédentes, ne va pas apporter grand-chose au peuple camerounais. Peut-être un jour, peut-être une réduction de la dette, on ne sait jamais. Beaucoup de numéros de téléphone, il a dit, M. Badiek, une rencontre avec des financiers et tout, on a beaucoup d'adresses, de numéros de téléphone qui rentrent dans la poche, mais au finish, est-ce qu'on va se sortir finalement de ce dictat européen? Alors, tout à l'heure, on parlait d'une loi décorative. J'ai peur que pour la circonstance, il ne s'agit d'un voyage décoratif. Parce que en réalité, quand vous regardez bien, l'agenda, c'est celui des Occidentaux. C'est-à-dire, c'est eux qui s'asseyent, définissent leur stratégie, repèrent leurs problèmes et puis adoptent des choses à faire pour régler les problèmes qu'ils ont rencontrés. Il se passe tout simplement qu'ils ont constaté qu'il leur faut des poumons, c'est-à-dire des poumons pour résorber, pour absorber la pollution qui a été la leur depuis des siècles. Et ils ont identifié, en dehors peut-être du Brésil aussi, l'Afrique, comme étant un secteur qui peut valablement absorber cette pollution-là. Et qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous disent que, voilà, venez, on va discuter d'un nouveau pacte financier. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire venir les institutions de Bretton Woods, vers lesquelles nous ne cessons de courir, ils le savent très bien, pour dire, ben voilà, on va mettre sur pied une nouvelle stratégie qui consistera à mieux financer ceux qui pollueront le moins. Sauf que, en réalité, personne ne sait jamais. Depuis que l'on va là-bas chercher de l'argent, on s'endette, le FMI finance, la Banque mondiale donne de l'argent. Le développement que l'on attend ou alors que l'on espère tarde à arriver et n'arrive pas. Donc, il va falloir passer par l'industrialisation dont parlait le colonel Badiek. Et ils nous disent donc que s'il faille industrialiser l'Afrique, il faudra adopter un code d'industrialisation vert. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudra éviter d'utiliser peut-être le charbon, il faudra voir comment réduire le pétrole, il faudra voir comment privilégier l'énergie électrique pour les voitures, il faudra voir comment ne jamais songer au nucléaire, qu'ils adoptent, qu'ils chérissent carrément et s'en prévalent quand il le faut. Donc, c'est un sommet. En fait, ne jamais utiliser notre sous-sol. Voilà, c'est pour moi une vaste hypocrisie. Il faut l'exploiter. C'est pour moi une vaste hypocrisie mondiale à laquelle on assiste. Mais je m'étonne du propos tout à l'heure de mon cher ami Père Blériot, parce que en réalité, penser que les dirigeants africains que nous avons actuellement ne vont pas rendre compte à la France de ce qu'ils font, c'est ignorer le contexte dans lequel nous nous trouvons.
c'est comme si vous étiez en train de vouloir mettre un contenu authentique dans un contenant qui ne l'est pas. Reconnaissons-le, nous avons perdu, pour le cas du Cameroun, nous avons perdu les guerres de l'indépendance, la véritable indépendance, avec Koumyobé qui est tombé avec ses amis. Dès lors, notre indépendance, l'indépendance dont nous parlons, depuis 1960, est une indépendance factice. N'allons pas attendre un contenu supérieur à ce que c'est que cette indépendance-là en réalité. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris que notre président de la République ait jugé opportun, invité par la France, dont il se prévaut d'ailleurs d'être le bon ou le meilleur élève, d'aller là-bas, faire bonne figuration, et puis il va rentrer, ça sera un peu comme la COP 15, ça sera comme la COP 21, on ne saura jamais quelles sont les retombées. On a même un ministère de l'écologie, je crois, dans notre pays, qui s'intéresse des questions écologiques, un ministère pratiquement à faune. On n'a jamais suivi ce qu'ils font des évaluations ou de ce qui nous ramène de là. Donc, je suis un peu comme mon confrère aîné, Maître Assira. On n'aura peut-être pas rien, mais juste un album photo. Un album photo. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir. Il faudrait qu'on sache que l'absence est rédhibitoire en termes de relations internationales. On ne peut pas juger qu'un président soit allé quitter le Cameroun et qu'il ne fera rien. Ce n'est pas le simple objectif. Il y a des relations qui sont bien plus profondes parce que nous avons des relations de présence et nous avons ce qu'on appelle une diplomatie de couloir. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi à mon niveau, je suis très mal placé pour pouvoir juger quel est... Donc, en dehors de l'agenda officiel, l'agenda officiel. Dealer, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à vous situer les objectifs. Mais si c'était pour ces objectifs-là, on a tout raté. Et que je me fasse bien comprendre, lorsque je parle de l'arrivée des BRICS, au contraire, c'est une arrivée qui est opportune. Je dois vous dire que les pays émergents aujourd'hui, qu'on appelle les pays émergents, c'est qui? Mais c'était la Chine avant. La Chine à qui le Cameroun donnait de l'aide. Vous vous souvenez très bien. C'est la Chine d'avant, mais la Chine n'a pas compté sur les États-Unis pour se développer. Elle n'a non plus compté sur l'Occident. Qu'est-ce que les Africains attendent pour compter seulement sur eux, pour commencer à avoir des solutions endogènes et une stratégie qui leur permette de résister? Écoutez, voici les paramètres que nous avons. 2050, nous n'aurons pas encore atteint les versions démographiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons plus de jeunes que de vieux, alors que tous les pays des autres continents, n'est-ce pas, auront plus de vieux que de jeunes. Mais c'est formidable. Nous aurons les plus grandes terres arables. Nous aurons des sous-sols toujours riches, et avec des minéraux assez rares. Nous aurons une hydrographie, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que sur le plan écologique, il y a un stress hydrique qui est en train d'arriver et qui n'est pas seulement. D'ici 20 ans, ce sera catastrophique. Mais nous avons encore cette capacité en Afrique. La seule chose que nous n'ayons pas, c'est des gens qui aient la volonté et qui puissent comprendre, savoir que l'Afrique de demain doit être l'alternance, n'est-ce pas, au développement mondial. Dans la prospective aujourd'hui, je dois vous dire que le Nigeria en 2050 sera la 9e puissance mondiale classée devant l'Allemagne, s'il vous plaît. Il y a un tel afro-pessimisme que je n'arrive pas à comprendre. Vous avez les BRICS qui arrivent, qui peuvent être une alternative. Vous aviez l'Occident. Mais c'est en ce moment que vous devez être capable de faire du chantage et de voir maintenant, d'avoir des relations avec des partis dans le monde qui puissent être capables de développer véritablement cette Afrique. Au niveau macroéconomique, on sait ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes développé quand vous exportez le cacao, quand vous exportez le bois, comme je vois encore à Douala, en Grume. Vous n'avez pas dit que vous avez développé comme ça dans une économie qui est errantière. Où est la plus-value? Je ne sais pas. Vous n'êtes même pas encore arrivé sur l'économie des biens et des services. Il faut passer par l'industrialisation. Je pensais que la philosophie de l'énergie devait être une chose importante aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas nous obliger à l'Afrique aujourd'hui de ne pas développer son énergie, même si c'est de l'énergie sale. Qu'on rattrape déjà les autres. La France s'est développée comment? 30 glorieuses, acier, fer, charbon. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des sociétés européenne qui recommence l'industrialisation du charbon. Mais quand même, c'est un comble. Pour que nous, on nous empêche, n'est-ce pas, de pouvoir développer notre industrie, ça n'est pas possible. Donc, avec ce nouveau paramètre géopolitique et géostratégique, les BRICS qui arrivent, je voudrais seulement qu'on dise aux Africains, faites attention. Il n'y a pas un petit impérialiste ou un grand impérialiste. Sachons d'abord compter sur nous, mettons tout en balance et prenons la meilleure partie de toutes les relations que nous avons. C'est ça qui est mon problème là aujourd'hui, qu'on ne soit pas stupide, n'est-ce pas, mais qu'on essaie de regarder. Et je dois aussi vous dire une chose. Antoine de Saint-Exupéry disait, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Si nous croyons que nous ici aujourd'hui, nous allons développer l'Afrique pour vous, monsieur Assira,
Monsieur Niembek, vous êtes perdu et même vos enfants ne pourront peut-être pas hériter de votre développement. Il faut commencer à être beaucoup plus altruiste et beaucoup plus philanthrope. Dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour nos petits-fils. Et si on ne commence pas, c'est ce que les Chinois ont dit quand ils étaient très pauvres. Moi, j'ai étudié en Chine. Je fais communication de crise en Chine. J'ai un général, quand il a posé la question, est-ce que nous sommes développés, j'étais le seul à dire que non, pas encore. Parce que lorsque je regarde votre PIB per capita, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais tous les Africains qui étaient tout autour, qui ont dit, oui, les Camerounais, vous exagérez. Mais le général a dû dire que c'est lui qui a raison. Et je dois donc vous dire que quand la Chine a commencé, prenons des exemples comme ça, puisqu'on aime bien prendre des exemples. Les pays qui sont émergents, et hier était quoi? L'Indonésie était quoi? Le Vietnam était quoi? La Chine était quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces pays que nous n'avons pas chez nous? Des dirigeants sérieux. Des dirigeants sérieux. Donc je commence. Non, nous n'avons, docteur Didier Badiek, nous n'avons pas de dirigeants sérieux. Je suis sur le schéma. Non, le schéma. Il faut aller jusqu'au bout. Nous n'avons pas de dirigeants Si sérieux. monsieur Nemec m'empêche de Non, nous n'avons pas de pas dirigeants terminer sérieux. de dire. Je veux dire, Vous allez prendre. Non, attendez. Vous allez prendre cette partie. Vous n'acheter, Ce segment. c'est ce que vous étiez en train de dire. Vous allez prendre ce segment-là après. Laissez-moi terminer mon argumentaire. Non, il faudrait que ce soit vraiment clair, que ce soit comme ça. Et c'est une opportunité aujourd'hui pour la véritable mondialisation. Une mondialisation qui peut... Vous avez vu un peu ce que les géographes font. Ils nous tuent aujourd'hui. Vous prenez les États-Unis, vous mettez au niveau de l'Afrique, au niveau géographique. La Chine, l'Europe et tout ça, il va encore vous rester de la terre. Mais on vous représente, n'est-ce pas, dans une vision réticulaire, une petite Afrique qui est comme ça. Et c'est ce qu'on vous représente aussi dans le mental. C'est pareil pour la sécurité africaine, la sécurité collective qui n'existe pas. Où est l'architecture de paix et de sécurité en Afrique? C'est un échec. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que du verbiage. D'accord. Je vous laisse enchaîner directement. Qu'est-ce qui nous manque? Il a posé la question pour pouvoir matérialiser tout ce qui est si bien expliqué par le docteur Didier Badiek. Vous dites que je crois que docteur Didier Badiek ne laisse pas sa casquette de militaire d'homme prudent. Il n'est plus militaire en fonction. Il faut qu'il se lâche. Il se lâche. Il est déjà dans la sphère politique et civile. Nous avons des dirigeants qui ont hérité d'une chose dont ils n'avaient pas besoin. On leur a imposé et on a fait cela à dessein. On a choisi en Afrique des gens qui n'avaient aucune idée de l'Afrique et aucune perspective pour l'Afrique. Et on continue de le faire. Les mutations qui sont en cours nous indiquent que nous en avons encore pour longtemps. Nous venons d'être réhabilités au Gabon, c'est pour cela que je ne ferai aucun commentaire sur le Gabon de peur que nous ne soyons suspendus. Mais toutes les âmes intelligentes, ont compris le contenu de mon commentaire. Voilà. Donc, nous avons quelquefois des mascottes qui parlent de ce qu'elles ne connaissent pas. On ne peut pas être assis sur une mine d'or et se plaindre. L'Afrique souffre de ses leaders. Des leaders qui ont vendu l'Afrique aux autres. L'Afrique est l'un des continents les plus massifs, comme et le docteur Badiek a essayé de l'exprimer. Si vous quittez de Madagascar jusqu'à l'île Maurice, vous faites un vol pratiquement de 12 heures de temps non-stop. L'Afrique est très vaste. Et les projections anthropologiques indiquent que dans 30 ans, le tiers de l'humanité sera africain. Le tiers sera africain. Ce n'est pas rien. Mais l'Afrique aussi a son mot à dire. Parce que ces dirigeants, malgré leur désamour pour l'Afrique, ont quand même oublié ou ont été incapables d'extraire les minerais, le sous-sol africain. Parce que si les Africains avaient eu les moyens, ils ont oublié, ou incapables, s'ils avaient eu les moyens de sortir tout ce qu'il y a dans le sous-sol africain, ils auraient vidé le sous-sol africain. Il nous faut donc, pour les jours et les années qui viennent, nous avons le cas du Rwanda, n'est-ce pas? Le Rwanda est un exemple que nous pouvons prendre. Il suffit d'un peu de levain pour lever toute la pâte. Le jour où les Africains comprendront qu'ils doivent penser à l'Afrique en premier, le jour où par une grâce divine, parce que les philosophes disaient que les cités seront bien gouvernées le jour où les philosophes deviendront rois. Mais dans les lois, Platon dit, les mots ne finiront pour les humains que le jour où les rois de la terre deviendront philosophes. Ou que, par une grâce divine, la philosophie habiterait ceci. Si par une grâce divine, donc,
nous venions à avoir des dirigeants qui ont de l'amour pour l'Afrique, l'impulsion du développement sera tout à fait naturelle. Nous ne manquons plus de rien que de ceux-là qui empêchent le développement de l'Afrique. Et nous les identifions. Vous voyez? Et puis, il faut lutter contre ces successions patrimoniales qui s'annoncent. Le père n'a pas bien fait. Et on subodore que le fils fera bien. Moins boutillé que le père fera quand même mieux que le père. Je crois que ce n'est qu'en Afrique que je comprends ce jeu. Il y a une hérédité qui peut nous indiquer que nous sommes sur la mauvaise voie. Vous voyez, je ne cite pas là non plus un pays. D'accord. Maître Assira, j'ai envie de demander, est-ce que finalement le Cameroun, comme certains pays africains, peut s'opposer à ce dictat dont on parle? Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne s'y opposent pas, finalement? Non, je pense que ce que les uns et les autres ont indiqué dans leur prise de parole respective me paraît tout à fait justifié. C'est-à-dire que quand on y va, il faut toujours qu'on sache exactement pourquoi on y va. Le diktat si c'est pour la diplomatie de couloir ou éventuellement l'opportunité qui peut être offerte de rencontrer les gens, de se rencontrer, de vendre un peu sa petite idée, que ce soit sur les successions, sur le gouvernement ou autre, etc. Je pense que de ce point de vue, on peut imaginer que les Africains, et en particulier le Cameroun, aura sans doute réussi. Je me doute que le président de la République du Cameroun n'est pas allé là-bas par hasard. Il a dû certainement y aller parce que il devait avoir lui aussi dans son petit agenda un certain nombre de choses. Voilà. Si c'était au niveau de ce qui nous a été annoncé, c'est-à-dire pour aller parler de la planète, là en revanche, des financements, j'ai du mal à penser une seule seconde que s'il pouvait y avoir, pardonnez-moi, des décisions qui soient prises à l'encontre des intérêts du Cameroun seul, que le Cameroun puisse avoir la possibilité de s'y opposer. D'abord, premièrement, parce qu'il aurait fallu que le Cameroun puisse faire un inventaire de ses capacités à lui. Il y a beaucoup de travaux qui se font ici, parfois dans la coulisse, sans que nous ne soyons forcément informés. Mais je pense que ce genre de choses, quand même, on aurait pu savoir qu'il y a eu soit une réunion ministérielle ou interministérielle qui s'est réunie dans le cadre de la préparation de tel ou tel sommet, voilà, etc. Et que voici le bilan, les perspectives et autres, etc. On n'en a jamais entendu parler. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça se trouve peut-être que dans les coulisses. Dans les coulisses, voilà, les conseillers techniques du président doivent avoir les moyens de le faire sans que le petit public que nous sommes soyons forcément informés. Et puis à partir de ce moment-là, dès lors que vous avez le bagage technique qui vous permet éventuellement d'être dans un langage d'interlocuteur, de partenaire à partenaire, il faut encore pouvoir peser d'un poids suffisant, un poids économique, un poids stratégique, un poids militaire, un poids, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que nous n'avons pas. Tout à fait. Maintenant, malheureusement, là encore, il y a un autre problème pour ce qui concerne le Cameroun, c'est que même les retombées souvent positives, c'est-à-dire que quand vous y allez, que vous négociez, que vous obtenez, soit parce que vous valiez ce qu'on vous a donné, ou alors simplement par la simple générosité de vos interlocuteurs, encore faut-il que le Camerounais de base puisse retrouver dans son assiette, dans son vécu de tous les jours, c'est-à-dire ses hôpitaux, ses routes, ses écoles, sa sécurité et son pouvoir d'achat, les raisons de ces déplacements, de ces réunions et de ces forums, que malheureusement nous ne retrouvons jamais. Dans l'ensemble des déploiements des réunions auxquelles nous assistons, nous savons qu'il y en a parce que bon, les routes, enfin la seule route qui traverse Yaoundé est bloquée, on ne peut pas circuler, on sait que le président il est parti, on sait qu'il va revenir, on le voit parfois revenir à notre... Mais quelles sont les conséquences réelles que ça peut avoir pour nous? On n'en sait rien du tout. Quelle est l'opposition qu'il peut avoir? Je doute fort qu'il eût pu avoir les moyens, l'outillage technique, l'outillage, la capacité logistique de s'opposer d'une façon ou d'une autre à tout diktat que ce soit, sur ce terrain-là comme sur d'autres. Impossible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une prise de conscience, Maître Kiné? C'est une urgence? Alors, une prise de conscience, oui. Mais de qui? Des Camerounais. D'accord. Oui, des Camerounais pour constater, pour faire d'abord un constat tout simple.
c'est que ceux qui nous dirigent depuis 41 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas, en réalité n'ont pas pu construire ou alors impulser autour du Cameroun une force capable de remettre en cause ce que Maître Assira appelle le diktat des Occidentaux. Et à partir de ce moment, lorsqu'on a pris cette conscience-là, on doit se donner les moyens de trouver d'autres dirigeants, notamment en s'inscrivant sur la liste électorale pour changer de dirigeants. Je pense que c'est ce que l'on doit vraiment de façon démocratique, de façon consciencieuse, demander aux Camerounais de faire ce constat-là, et puis de se déployer en toute légalité pour s'inscrire sur les listes électorales de manière à choisir, se donner la chance d'avoir d'autres dirigeants capables d'impulser un autre type de management qui passe par exemple par les conseils des ministres qui pour nous sont devenus de lointains souvenirs. D'accord. Bonjour panel, à mon avis, je dirais tout simplement que les présidents africains ont fait un petit tourisme à Paris. Ils sont partis, ils ont mangé le caviar, ils ont bu du bon vin, ils ont dit merci grand, et ils sont revenus. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. C'est Cathy qui le dit. Je suis quand même étonné lorsque Maître Assira dit qu'on n'attend rien du voyage du coup présidentiel à Paris. Attendons voir. Et une fois de plus, je n'ai pas le numéro WhatsApp. Achille Aimé depuis Fangoudron, cité Sicam. D'accord, je l'accepte. Tu n'as pas de numéro WhatsApp. Voilà, un panurgisme à mouvoir d'un concouma septuagénaire, octogénaire, nonagénaire, dormant dans la même chambre et ne faisant pas le même rêve, à manifester la mendicité de paix, finance et vigie d'extraction des mines pour aider les néocolons. Massor Thomas. Docteur Didier Badiek, merci. Il y a quelqu'un qui demande, plusieurs qui demandent le numéro de Maître Assira. Je ne peux pas vous donner le numéro de Maître Assira. Salut à vous sur le plateau de Libre Expression. Il a tellement insisté, parce que je vois en bas mon message, Rosalie, tu ne lis pas mon message. Bon, je vais lire, parce que le sujet il est passé. Salut à vous sur le plateau de Libre Expression, la base des outils méthodologiques empruntés au champ de la socio-histoire. Il est question d'interroger des évidences et de faire le point sur les avatars qui résultent du repli identitaire afin de contribuer à la réalisation intelligente du projet de construction de la conscience ou de l'identité nationale au Cameroun post-colonial. Pour y parvenir, il a été question de procéder à un recadrage historique des regroupements identitaires afin de dégager les éléments définitoires de l'identité nationale au Cameroun dans une loi d'encadrement de ces fléaux qui mettent en danger l'unité nationale. Ce recadrage vise à souligner que la notion d'intégration nationale n'est nullement empruntée des représentations sociales liées au phénomène des replis identitaires. Bien plus, il s'agira d'analyser dans une perspective historique les conditions dans lesquelles l'on peut mouler l'identité nationale à partir de l'identité ethno-tribale. La double démarche structuro-analytique et socio-critique combinée à l'étude synchronique des faits il fallait se détendre pour sortir de cette émission. Il a tellement insisté, il fallait que je lise son message. Voilà, permet donc de démontrer à suffisance que les éléments authentiques de l'âme camerounaise ne se perçoivent en identité ethno-tribale que dans le cadre de la prise en compte de la somme des valeurs identitaires positivistes. Christian Boutou. Je suis arrivé au bout, Christian. Tu ne te plaindras plus jamais que je n'ai pas lu ton message. Bonjour, très beau plateau meublé par des panélistes de qualité. Vous êtes vraiment suivis ici du côté de la commune de Bioua. C'est Ngok Jean Armand. Bonjour Rosalie et à ton panel. Pour moi, le Cameroun gagnerait juste sur le plan de la visibilité médiatique, car on connaît comment ces pays européens agissent pour réduire nos chefs d'État en préfets coloniaux et le contrôle des intérêts économiques. Michel depuis Yaoundé. Bonjour madame, soyons sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Ce sommet n'est d'aucune utilité pour le Cameroun. Notre pays en sort même perdant au regard des moyens logistiques mobilisés pour le déplacement de toutes ces personnes. Je trouve que cette invitation du maître français était une autre façon de démontrer que
l'Afrique reste toujours sous son contrôle. Une fois de plus, nos pays contribuent et continuent d'aller négocier les prêts et en même temps nécessiter la suspension des dettes. Voilà une attitude de mendicité incommensurable que notre continent continue d'entretenir. C'est une honte pour nous, véritablement. C'est Monsieur Atangana qui nous écrit. Très belle émission. C'est Bertrand Mebada qui nous écrit. Bon dimanche à vous. Juste pour vous encourager, je suis du côté des Bolova. Je passe les autres messages. J'ai compris, hein. Je lis quand même. Rassurez-vous. Bon, quand vous m'envoyez mon album photo de moi à l'écran, je ne sais pas à quoi c'est censé me servir, mais merci. Bonjour, je vois Paul Biya à Paris et nous souffrons au Cameroun. Bon. Il fait quoi là-bas? Il est à Paris. Comment qualifie-t-on les actes de violence récurrents perpétrés par les membres de la base ethno-fasciste Bamileke basée en Occident contre le régime de Yaoundé et certaines personnalités politiques, artistiques, etc., non ressortissants des Grassfields? Il ne faut pas nous infantiliser car nous ne sommes pas dupes comment les victimes peuvent être des bourreaux. Ndongo et Foudou Honoré depuis Yaoundé. Je vais m'arrêter là. Bonjour Rosalie, très bonne analyse du colonel Badieg, mais dites-lui que pour que l'Afrique s'en sorte, il ne faut plus que nous ayons des présidents qui appartiennent à des loges occidentales. Point final, et ça c'est très important. Salut à toi Rosalie, à ton panel. Il y a 32 650 milliards de dollars dit qui n'appartenait à personne, qui se balade dans la finance internationale. Mais le président Macron, qui vient de la banque de Rothschild, nous empêche malicieusement depuis 2012 de faire descendre une partie de ces milliards sous forme de plus de 3134 engins routiers neufs au Malgénie. Nous attendons au Cameroun la signature ministérielle du MINEPAD de ce contrat citoyen de ces milliers d'engins routiers. Bonne émission, je suis le révérend pasteur Lionel CI. Voilà. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Ça a été un bonheur d'être en votre compagnie. Merci d'avoir été là. Merci Dr Didier Badieg. Merci Pierre Blériot-Niemek. Merci à vous Maître Claude Assira. C'est une affaire de Claude finalement ce dimanche. Merci Maître Claude Kenny. Ils étaient sur le plan technique mobilisés. Narcisse Ondoa derrière les caméras. Ben Valls a réalisé cette émission. Janvier Kenge, le Décanix Maison, était au mixage vidéo. Sandrine Kébé a assuré le make-up. Respect, Monsieur Dieudonné. La rediffusion, c'est 17h, c'est 21h ce dimanche. Je vous reviens dès demain pour d'autres débats sur Info Télévision. Vous faites bien de ne pas bouger. C'est ici que ça se